C'est un électron libre, mais qui est-il vraiment? Il a été avocat, ministre et aujourd'hui entrepreneur. Il a soutenu François Hollande, mais désormais il le défie. Il a bâti son image sur le patriotisme économique. Mais quelles sont ses réponses aux autres enjeux pour la France? Est-il l'homme de la situation? Voici l'émission politique avec Arnaud Montebourg. Merci de votre invitation. Bonsoir à tous, bonsoir Léa, bonsoir Arnaud Montebourg, soyez le bienvenu. Bonsoir Monsieur Pujadas. Bonsoir David, bonsoir Arnaud Montebourg, merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 2 heures. 2 heures, on va essayer de mieux vous cerner, de mieux vous connaître et surtout de mieux comprendre votre projet. Et pour cela, dans un instant, vous répondrez aux Français, un policier, un ouvrier, une militante associative. Ce sera avec vous, Karim Rissouli. Bonsoir Karim. Vous partirez en immersion avec Maryse Burgot sur les bords de l'océan. On laisse le suspense. Vous répondrez à François Langlais sur vos propositions économiques. Bonsoir François. Vous ferez face à Léa Salamé. Ce sera le moment de votre parti pris, Léa. Vous répondrez ensuite à un élu local, c'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui viendra vous interpeller, notamment sur le communautarisme. Je vous interrogerai ensuite sur les grands défis du monde. Et pour conclure, ce sera le temps du verdict. On verra ce que vous, qui nous regardez sur France 2 et TV5 Monde, avez pensé d'Arnaud Montebourg ce soir à travers le sondage Express Harris Interactive. Vous pouvez aussi réagir sur France Info et certains de vos tweets seront publiés. Enfin, nous accueillerons bien sûr l'imprévisible Charline Vanhoenacker pour son billet d'humeur. Bonsoir Charline, à tout à l'heure. Et pour commencer, quelques questions d'actualité, Léa. Oui, Calais et les migrants, la lutte contre le terrorisme. On ne vous a pas beaucoup entendu, Arnaud Montebourg, sur ces questions-là. Ça tombe bien, on a des questions sur le vif. Avant de parler de ces sujets-là, d'abord une petite question, Arnaud Montebourg. Après le Qatar et l'Égypte, c'est l'Inde qui a décidé d'acheter nos Rafales. Commande record de 8 milliards d'euros validée hier. Le Rafale, c'est un avion 100% made in France, un thème qui vous est cher. Aucun des prédécesseurs de François Hollande n'a jamais réussi à vendre un Rafale à l'étranger. Est-ce que sur ce point-là, au moins, vous diriez que François Hollande est bon? Bien sûr. D'abord, le Rafale est un avion extraordinaire. Il a mis du temps à s'imposer, mais je crois que maintenant, il est sur un rythme de croisière. J'ai envie de dire que la politique d'exportation de la France ne doit pas oublier la politique de production en France. Le Rafale y pourvoit. Mais pourrait-on dire, par exemple, le contraire du FAMAS? Vous savez, c'est le fusil d'assaut qui a été fabriqué à la manufacture de Saint-Étienne. Tous les militaires français l'ont depuis 30 ans. Ce FAMAS, une décision vient d'être prise, il sera fabriqué à l'étranger. Je trouve cela fâcheux. Je suis moi-même allé voir le directeur, alors que je n'ai plus de mandat, je suis un citoyen ordinaire, le directeur général de l'armement, pour lui demander de corriger cette décision à venir, pour qu'on fabrique les 110 000 fusils dont nos militaires ont besoin, qu'on les fabrique en France. Vous voyez, on peut se réjouir, mais c'est un effort permanent. Et on peut féliciter les autorités, le président de la République, le ministre de la Défense, mais il y a des efforts permanents à faire. Alors, et ce dont je me réjouis, je déplore aussi d'autres choses. Il fut un temps où la gauche avait des scrupules à vendre des armes à des régimes peu démocratiques. C'est un euphémisme, je ne parle pas de l'Inde. Est-ce que vous, président, vous n'auriez aucun état d'âme? Mais les ventes d'armes qui existent dans le monde proviennent du monde entier. Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui vendent des armes. Ça, c'est sûr, mais ce que je veux vous dire, ça ne change rien à la position morale. La France a des intérêts, elle a des alliés, elle défend une politique étrangère. Et dans ces alliances, il est naturel qu'elle ait des contrats d'armement. La question, c'est quelle alliance? Pour quel contrat? Et là, il y aurait beaucoup à dire sur le terrain de la politique internationale. Et j'aurais des choses à vous dire. On en parlera. Autre sujet d'abord, la crise des migrants. On le disait, question simple. La France aurait-elle dû, d'après vous, adopter la même politique que l'Allemagne, que la politique d'Angela Merkel, et ouvrir grand ses frontières et accueillir de nombreux migrants? Je crois d'abord qu'il faut savoir de quoi on parle. S'il s'agit des réfugiés, ce sont des persécutés. On ne sait pas à l'avance. On ne le sait pas à l'avance, mais s'il s'agit de réfugiés, ce sont des persécutés. Souvent des enfants, des femmes qui ont fui dans des conditions terribles leur pays.
D'ailleurs, en France, il y a aujourd'hui environ, l'année dernière, 27 000 personnes qui ont obtenu l'asile politique sur le terrain du droit à la persécution. Et cette année, nous devrions être à 35 000. Le gouvernement français a fait l'effort d'accueillir d'autres personnes au titre de la répartition des choix de la politique 30 000. européenne. 30 000. C'est pour ça que je vous dis ça. À 65 000. Voilà, c'est très peu par rapport à l'Allemagne. Je vais vous dire, pour ma part, je pense que c'est un devoir. Et c'est naturel que nous fassions le nécessaire, que nous ne fermions pas les yeux sur les souffrances de ces personnes qui fuient non pas seulement la misère, mais les persécutions un devoir d'en et les accueillir graves difficultés. Plus, vous voulez dire? Mais la quantité doit être définie, je crois, sur la base du volontariat. Moi, je veux rendre hommage aux maires, communes rurales, grandes communes, aux communautés chrétiennes, les militants du secours catholique, du secours populaire aussi, qui, partout en France, accueillent des familles. Je n'accepte pas que, finalement, la droite, aujourd'hui, qui est entrée dans une espèce... C'est pas seulement la droite, Arnaud Montebourg, c'est pas seulement la droite. Quand on voit les sondages d'opinion, la majorité des Français n'est pas pour l'accueil d'une majorité. Je ne sais pas où est la majorité des Français. Ce que je sais, c'est qu'il y a des Français qui sont volontaires. Et ces militants catholiques qui respectent les recommandations du pape François, qui savent ce que c'est que la tradition d'hospitalité de notre pays, ceux-là sont des Français. Et il y a partout, je crois, 430 communes qui se sont portées volontaires. Sur cette base du volontariat, il est parfaitement possible d'éviter des pétitions, comme j'en ai vu circuler, qui expliquent qu'on ne pourrait pas accueillir dans une région comme Rhône-Alpes, c'est le cas de M. Wauquiez, qui est le président de cette région, une région de 8 millions d'habitants, 1500 réfugiés. Il dit que ça va faire un appel d'air, il dit que ça va faire un petit Calais dans les régions. Vous entendez cette mais madame, il n'y a pas d'appel d'air. Il n'y a pas d'appel d'air pour une raison simple, c'est qu'il y a un contrôle très strict de l'octroi du statut de réfugié et qu'il s'agit de réfugiés. On peut rendre hommage à madame Hidalgo à Paris, qui a mis à l'abri 16 000 personnes. Et ces personnes vont se répartir sur le territoire national. Pardon, je n'ai pas compris votre réponse. Angela Merkel, elle a ouvert ses portes. 1 300 000 de ces migrants sont entrés en Allemagne. Nous, c'est 30 000. Vous auriez été au pouvoir. Quelle attitude auriez-vous adoptée? Ma réponse est très claire. Sur la base du volontariat, il y a aujourd'hui beaucoup de volonté dans notre pays. Ça veut dire quoi sur la base du volontariat? Quand on est président sur la base du volontariat, c'est pas ça veut dire quand vous avez des familles, faut chiffrer. Vous avez des familles, vous avez des communes. Non, mais Angela Merkel n'a demandé à personne. Mais Madame elle Merkel, a décidé d'accueillir. Madame Merkel, elle a fait un choix politique d'accueillir 1 100 000 personnes. Le mien serait, premièrement, nous réunissons toutes les bonnes volontés dans ce pays pour faire en sorte que tous ceux qui le veulent accueillent. Par exemple, il y a un maire de Saône-et-Loire qui ne voulait pas d'un centre d'accueil de migrants pour environ 150 personnes dans une commune de 450 habitants. Mais il a dit, nous sommes prêts à accueillir 2 familles, 3 familles. Donc il y a dans ce pays une part de générosité qu'il faut encourager. Est-ce que, pour autant, on peut accueillir tout le monde? J'ai envie de reprendre la phrase de Michel Rocard en l'amendant un peu, si vous permettez. La France doit prendre sa juste part de la misère et de la souffrance du monde. Quelle est-elle, cette juste part? C'est ça la question. Celle qui nous est possible d'assumer. C'est-à-dire d'assumer. Je ne crois pas que nous puissions accueillir 1 million aujourd'hui de réfugiés sur notre territoire. Est-ce que c'était une erreur de Mme Merkel? Pardon. Est-ce que c'était une erreur de Mme Merkel? Mme Merkel elle-même recule. Mme Merkel elle-même est en train de se dire que cela n'a pas été bien préparé. Vous pensez que c'était une erreur? Ce n'était pas maîtrisé. Ce que je n'accepte pas, et là vous m'avez coupé lorsque je voulais le dire, c'est qu'il n'y ait pas une vision de dissémination. Finalement, on concentre les problèmes. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que les réfugiés se concentrent dans la région parisienne, là où il y a toutes sortes de trafics, où on ne peut pas finalement organiser l'intégration, l'assimilation à notre société. Alors, la lutte contre le terrorisme. C'est étonnant, vous utilisez le mot d'assimilation. On va y revenir, je pense, avec David Lisnard, qui vous parlera de ces questions-là. On vous a pas beaucoup entendu sur la lutte contre le terrorisme, Arnaud Montebourg. Question simple, vous êtes président aujourd'hui, est-ce que vous prolongez l'état d'urgence? Je ne le crois pas. D'abord parce que nous sommes dans une situation où nous sommes un pays meurtri, un pays qui se tient droit, qui a connu, les familles qui ont connu dans leur chair, dans leur corps, cette tragédie abominable. Tous les Français l'ont au cœur. Mais c'est un pays qui doit garder son sang-froid. Je n'accepte pas les emportements d'opinion ou les gesticulations de toutes sortes sur le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Par exemple, j'ai été blessé par le fait qu'il y ait eu la tentative d'organiser la déchéance de nationalité pour les binationaux.
Je pense qu'il s'agit d'un emportement d'opinion. De même, lorsque j'entends l'ancien président Nicolas Sarkozy me proposer une sorte de Guantanamo à la française, je crois qu'il s'agit là aussi d'un emportement. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, il y a des pays qui ont connu des vagues de terrorisme extrêmement graves. Le Royaume-Uni, 1850 morts. Ils n'ont jamais changé leur habeas corpus. L'Espagne a connu une vague sans précédent à cause de l'ETA, de morts, de personnes tuées dans des vagues terroristes. Ils n'ont pas changé leurs droits. Mais qu'est-ce qu'on fait, M. Montebourg ? Eh bien, parce que vous dites, on ne vote pas l'état d'urgence, on ne fait rien, on ne change rien, on est menacé sur notre sol, il y a eu plus de 250 morts en 1 an et demi, on ne fait rien ? D'abord, premièrement, on évite toute la tentation de la division et on organise l'union. L'union au sommet. Par exemple, j'ai été très choqué cet été, après l'attentat de Nice, de voir cette dispute publique sur qui était responsable, police municipale, police nationale. Il est nécessaire de trouver des solutions de retour d'expérience droite-gauche, transpartisane, avec des experts qui nous permettent d'apprendre. Mais ça, c'est des bons mots. Là, on est confronté à une urgence qui s'appelle la menace terroriste qui frappe la France depuis janvier, il y a 2 ans. Et vous nous dites union de gauche et de droite. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Mais je vais vous le dire, je rétablis le service national civique et militaire. Obligatoire pour les jeunes hommes. Alors ça aussi, on en parlera dans un instant. On va pas en reparler parce que c'est ma question, c'est la question qui est posée. Pourquoi cela a un sens ? On a un interlocuteur qui est venu vous parler de ça, Arnaud Montebourg, et vous en parlera spécifiquement. Vous ne voulez pas que je vous réponde, c'est ma proposition. Parce qu'on essaie de respecter une sorte d'harmonie de l'émission. Donc pour vous, quelqu'un souhaite vous en parler spécifiquement. Je vous réponds. Mais à part le service c'est pas national. La seule réponse. Vous m'avez coupé sur ma précédente réponse. La police de proximité a été détruite. C'est l'œuvre de M. Sarkozy. Le renseignement de proximité a été dissous. C'est l'œuvre de M. Sarkozy. Les 10 000 policiers et gendarmes qui ont disparu du terrain. Comment refait-on pour les mettre ? C'est la gauche qui est au pouvoir. Je suis en train de vous dire qu'est-ce que je ferai demain. Je vous réponds. La première des choses, c'est de soulager les policiers, les gendarmes et l'armée aussi un certain nombre de tâches grâce au service national, l'apprentissage du port de l'arme, l'apprentissage des réflexes de sécurité, de manière à soulager et mettre sur le terrain un certain nombre de ces policiers qui aujourd'hui ne sont pas sur le terrain. Et vous augmentez les moyens de la police et de l'armée ? D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait tous les pays qui ont été confrontés à des vagues de terrorisme extrêmement violentes. Extrêmement pour que les choses soient claires. Et je vais vous dire pourquoi. C'est ce qui se passe déjà, c'est ce qu'a fait le gouvernement Valls. Ils ont augmenté le nombre de policiers et de gendarmes. Mais pourquoi voudriez-vous que je ne sois pas d'accord avec ce qu'a fait le gouvernement Valls en la matière ? Non, parce que vous êtes contre l'état d'urgence, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Mais je crois que nous avons aujourd'hui à garder notre sang-froid. Lorsque on propose d'incarcérer ou sur simple soupçon administratif les fichiers S, quand un maire demande à connaître la liste de simples soupçons, de personnes soupçonnées, nous entrons finalement dans l'ère des suspects. Et je vais vous dire, si, en effet, on mettait en œuvre cette proposition sarkozyste, imaginons sur 1000 personnes qui seraient retenues administrativement, donc incarcérées de façon arbitraire, sur la base de simples rumeurs peut-être, de dénonciations, peut-être que vous auriez mis hors d'état de nuire 10 personnes, mais les 990 autres, vous auriez fait des futurs recrues pour Daesh et pour le groupe État islamique. Donc, il faut organiser les services de l'État. Et ma proposition est d'organiser à la base les services sociaux, l'éducation nationale dans les communes, le procureur de la République, les policiers municipaux et nationaux qui se coordonnent, faire ce travail de plus en plus fortement. Le juge Trévidic a dit une chose très forte. C'est un juge antiterroriste. Il a dit « Nous avons tous les moyens juridiques de faire. Ce qui nous manque, c'est les hommes et les femmes sur le terrain. » Alors, pour que les choses soient bien claires, et même si ça peut paraître un peu théorique, est-ce que vous êtes dans la lutte contre le terrorisme plutôt Valls, qui dit il ne faut pas chercher les causes économiques ou sociales au terrorisme parce que chercher ces causes quand on gouverne, c'est déjà commencer à justifier, ou est-ce que vous êtes plutôt Macron qui dit on ne peut pas nier qu'il y a dans le chômage de masse, dans l'exclusion, un terreau favorable à l'embrigadement ? Je dirais que dans les difficultés de notre pays, lorsque la jeunesse d'un pays qui prend les armes contre son pays, il est normal de se poser quelques questions. Il est même nécessaire de se questionner. D'ailleurs, sur chacun des cas, on regarde l'histoire personnelle. Certains ont échoué à entrer à l'armée. Pourquoi je propose le service national ? Pour que la jeunesse fasse corps avec la France, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, quelle que soit en quelque sorte finalement son identité. Il y en a une qui est au-dessus de toutes les autres, c'est le drapeau français et c'est la France. Pourquoi, quand on regarde
des parcours qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont des parcours de délinquance, une sorte de fascination pour le mal. Attendez, il y en a beaucoup aussi qui avaient un job qui était parfaitement inséré dans la société française. Tout à fait. Donc, il est normal de se poser des questions. Donc, pour moi, il est naturel que nous réfléchissions sur la façon dont une partie de la jeunesse fait sécession par rapport à la France. Mais cette phrase-là d'Emmanuel Macron, la France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme. Est-ce que vous pourriez la dire, cette phrase-là ? Je ne dirais pas cela. Je dirais que la République a échoué à unir ses enfants. Et elle doit les reconquérir. J'ai lu dans un rapport qu'il y avait une partie de la jeunesse qui, finalement, avait fait sécession, avait pris en quelque sorte le parti de la rébellion contre notre pays et alimenté une forme de haine. Elle est très minoritaire, ultra minoritaire, mais elle existe. Et notre défi, c'est une bataille culturelle que nous allons devoir mener. C'est, par exemple, que l'école a échoué. C'est quand même normal que, quand on voit que l'ascenseur social ne fonctionne plus, vous avez des enfants, d'ailleurs, qui s'expatrient, de classes, d'ailleurs, moyennes, qui veulent quitter le pays. Donc vous avez finalement une sorte de diffraction du pays, une sorte de dislocation du pays. Il faut refaire France. Bien, on enchaîne Arnaud Montebourg. Vous allez vous retourner. Ce sont maintenant des Français et des Françaises qui vont vous interroger en prise directe. Oui, des Français, mais des Français militants, engagés. Ils défendent une cause ou une profession. Ils sont 3. C'est à vous, Karim Rissouli. Bonsoir. 3 Français, 2 juste en face de vous, qu'on écoutera tout à l'heure, et un qu'on va retrouver tout de suite en direct de Toulouse, un Français qui veut réagir justement sur cette fameuse proposition concrète dont vous avez beaucoup parlé, le rétablissement du service national obligatoire. Bonsoir Didier Martinez. Bonsoir. Vous êtes policier depuis près de 30 ans, policier syndiqué, délégué régional SGP Police à Toulouse. Vous, cette mesure choque du frame d'Arnaud Montebourg, elle vous inquiète un peu. Je précise, ce service national supprimé il y a 19 ans, vous voulez le rétablir à votre manière, Arnaud Montebourg. Vous l'avez expliqué, c'était à Frangy-en-Bresse, il y a un mois environ. Ces jeunes gens sous les drapeaux soulageront nos militaires professionnels. Ils aideront et participeront sur tout le territoire à la tâche difficile qu'ont les policiers, les gendarmes. Ils feront avec nous l'apprentissage de l'organisation de notre propre défense et de notre sécurité. Alors, essayons d'être précis. Si vous êtes élu, Arnaud Montebourg, vous rétablissez ce service obligatoire d'une durée de 6 mois pour les hommes et pour les femmes. Après, il y aura des options à la carte, soit un service civil, par exemple dans des associations, soit, vous l'avez dit, un service armé auprès des militaires, des gendarmes ou de la police. Votre idée, c'est de soulager les forces de l'ordre, vous venez de nous le dire. Didier Martinez, on aurait pu penser qu'un policier comme vous, policier depuis 30 ans, allait applaudir cette proposition, mais c'est tout l'inverse. Vous, ça vous met carrément en colère. Expliquez-nous pourquoi. Bonsoir Monsieur Montebourg. Tout Bonsoir, d'abord, monsieur. effectivement, le retour du service national dans la police, selon votre analyse, pourrait contribuer à pallier à la pénurie d'effectifs. Mais il faut pour autant remarquer que nous avons depuis beaucoup d'années les adjoints de sécurité qui sont un appoint remarquable au sein de la police, qui sont recrutés pour une durée maximale de 6 ans, mais qui ont vocation à intégrer la police et qui, pour la plupart, rejoignent notre corporation. Il y a également la réserve civile, la réserve citoyenne, c'est-à-dire que en visibilité, en termes de gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui contribuent à la sécurité publique. Il y a déjà toute une palette de gens sur le terrain avec nous et il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, la situation de la police, ce sont des cibles, les policiers, qui sont aujourd'hui vulnérables, exposés et particulièrement malmenés, tant sur l'aspect du terrorisme, bien entendu, mais aussi de la criminalité et de la délinquance. Donc, ces jeunes garçons qui intégreraient par le service national nos rangs seraient à la charge des fonctionnaires de terrain, c'est-à-dire qu'ils auraient la responsabilité de les encadrer, de les orienter, de les protéger, et alors que sur le terrain, ils doivent être extrêmement vigilants, extrêmement réactifs, avec une capacité d'analyse et de riposte optimale, de se soucier et d'avoir encore à gérer ces jeunes effectifs sous leur responsabilité, ça pourrait, je pense, leur être davantage préjudiciable que très utile. D'autant que, vous le dites, Didier le service Martinez, on va laisser national de Arnaud 6 Montebourg mois réagir sur ce présenterait point-là. un turnover Didier très Martinez, conséquent. un policier de terrain, Arnaud Montebourg, qui vous dit, en gros, c'est une fausse bonne idée. Ça sera plus de travail qu'autre chose pour les policiers. C'est une fausse bonne idée si on envoie ces jeunes sur le terrain. Ma proposition est de soulager les policiers du travail administratif et de permettre aux adjoints de sécurité, il faut 14 semaines pour former un adjoint de sécurité. Donc on peut en 6 mois, 3 mois et demi. Ouais. Donc on peut en 6 mois
former pendant la moitié du temps un adjoint de sécurité, ce qui permettra aux adjoints de sécurité de passer aux côtés de leurs collègues policiers plus aguerris et ainsi de suite augmenter peu à peu les capacités de recrutement de la police et remettre le plus possible de policiers comme de gendarmes sur le terrain. Pourquoi dis-je cela? Parce que la Cour des comptes a rendu un rapport dernièrement expliquant que 60% du temps policier moyen, alors c'est évidemment une moyenne, est administratif, ce qui est préjudiciable finalement la présence sur le terrain. Et je voudrais dire à M. Martinez, qui est syndicaliste de la police, qu'il ne s'agit pas dans mon esprit de finalement abandonner la question du recrutement de policiers et de formation. Il s'agit d'une mobilisation nationale autour des enjeux de sécurité, où une partie de la jeunesse peut donner son temps à la nation et en profiter d'ailleurs pour découvrir les métiers de policier, y entrer, être adjoint dans les commissariats, faire tout un travail qui permettrait de soulager les policiers et leur permettre d'aller sur le terrain. Didier Martinez, vous êtes rassuré par la réponse d'Arnaud Montebourg ? Écoutez, j'entends effectivement cette explication. Néanmoins, je considère que dans les commissariats aujourd'hui, et on en a eu la démonstration à Toulouse il y a 15 jours où un adjoint de sécurité a été poignardé dans nos locaux, on peut considérer que la sécurité de ces jeunes serait de toute manière mise en cause, même dans nos locaux, et même s'ils étaient affectés à des tâches administratives. Cela voudrait dire qu'un turnover très régulier pour 6 mois d'activité de ces jeunes rendrait accessibles nos locaux à énormément de personnes qui, peut-être toutes, ne seraient pas forcément bien intentionné. Et vous savez que, alors qu'on se fait agresser à notre domicile, alors qu'on vient dans nos locaux en découdre avec les forces de l'ordre, aujourd'hui, d'avoir ces jeunes qui auraient accès à nos méthodes, à nos techniques, à nos vestiaires et pourquoi pas à nominativement l'ensemble de la connaissance des identités des fonctionnaires, aujourd'hui, on voudrait se préserver, se protéger jusqu'au plus profond de nos commissariats. Je ne pense pas que ouvrir toutes ces portes à tous ces jeunes, même pour des tâches administratives, ce soit bien opportun. D'ailleurs, j'ajoute qu'il faudrait davantage s'orienter sur des missions indues, sur les tâches indues qu'il faut absolument supprimer dans la police et en tâches administratives. Pensez donc au moment des élections, lorsque des centaines de policiers doivent s'occuper des procurations, accueillir les gens pendant des semaines et s'occuper de ces tâches administratives, il suffirait d'enlever cette mission à la police nationale et tant d'autres pour les soulager réellement et concrètement de toutes ces missions qui seraient bien plus efficaces s'ils étaient sur la voie publique. Merci Didier Martinez. Un mot pour répondre Arnaud Montebourg à la première partie de ce que disait Didier Martinez, c'est-à-dire... Oui, mais Monsieur Martinez... C'est-à-dire peut-être que des jeunes mal intentionnés pourraient entrer dans les services de police. Oui, bien sûr, mais les commissariats n'ont pas vocation à être des moulins. Et les personnes qui seront accréditées, on le fait déjà rien que dans les aéroports, sur les services de sécurité privés, avec des systèmes d'enquête, d'accréditation. Il ne s'agit pas d'envoyer n'importe qui faire n'importe quoi. Et si on décide d'utiliser le service national comme un moyen de remobiliser la société autour de la sécurité, ce n'est pas pour en gaspiller les ressources ou au contraire être contre-productif. Donc tout cela s'organise. D'ailleurs, je vais vous dire, on l'a déjà fait. Car lorsque j'ai fait mon service militaire, il y a maintenant un certain nombre d'années, 1985, je me souviens que certains camarades de régiment terminaient dans la police. Donc nous l'avons déjà fait. Et cela n'a pas poser tant de problèmes que cela. Merci Didier Martinez pour cet échange. Karim, une autre personne sur ce plateau souhaite s'adresser à Arnaud Montebourg. Une femme qui est juste en face de vous, Arnaud Montebourg, et qui a très envie de vous parler d'un dossier qui est l'une de vos marques de fabrique, c'est la défense du nucléaire. Bonsoir Charlotte Migeon. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, une association qui milite, comme son nom l'indique, pour l'abandon de cette énergie nucléaire. Vous, Arnaud Montebourg, dans la classe politique française, vous êtes l'un des plus farouches avocats du nucléaire. Et il y a une phrase que vous avez prononcée en 2011 qui vous colle un peu à la peau et qui reste un peu en travers de la gorge de Charlotte Migeon. On vous écoute. Pour ma part, je considère que le nucléaire, puisque c'était votre question implicite, est une filière d'avenir. Le nucléaire, une filière d'avenir, c'était en 2011, vous le pensez encore aujourd'hui, j'imagine. Charlotte Migeon, comment une militante antinucléaire comme vous réagit quand elle entend quelqu'un dire que le nucléaire est une filière d'avenir? Pour moi, c'est extrêmement simple. Comment est-ce qu'on peut tenir des propos qui sont aussi rétrogrades? Le nucléaire, ces dernières années, a quand même apporté clairement la preuve que c'était une technologie qui était dépassée, qui était dangereuse, coûteuse, polluante. Si le nucléaire, pour vous, c'est une filière d'avenir, ça veut dire que l'avenir, pour vous, c'est continuer à produire des déchets qui vont être dangereux pendant des millions d'années, c'est continuer à engloutir des milliards dans des chantiers de réacteurs qui sont complètement inconstructibles, c'est engloutir 100 milliards d'euros dans le rafistolage
rafistolage de nos vieilles centrales, c'est vivre avec l'épée de Damoclès d'un possible accident. Donc même l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'il n'est pas impossible en France. Comment est-ce qu'on peut tenir des propos pareils au XXIe siècle? Arnaud Montebourg, vous êtes rétrograde, visiblement. Je voudrais expliquer la position qui est la mienne, même si je considère et peux partager avec Madame le point de la question de vigilance sur la sécurité, surtout depuis les événements de Fukushima. D'abord, nous avons une urgence écologique qui est celle d'une sorte de compte à rebours au-dessus de nos têtes, qui est le réchauffement climatique. Cela signifie que nous allons devoir faire des efforts considérables sur la planète tout entière, particulièrement chez nous, en Europe, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais je vous arrête tout de suite, le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique. Je veux juste vous dire ce qui se passe lorsque, finalement, on arrête le nucléaire. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne. Une dizaine de réacteurs ont été arrêtés. Le charbon l'a remplacé. 45% de la production d'électricité en Allemagne est d'origine charbon. Et la conséquence, c'est que l'Allemagne est le premier pays le plus pollueur d'Europe. Donc il va falloir que nous imaginions une solution. Et la solution, pour moi, elle est dans le mix énergétique. Donc je termine et je réponds à votre question. Allez-y, Arnaud Montebourg. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, la priorité, c'est de les faire remplacer ce qui est aujourd'hui le plus urgent d'éliminer, c'est-à-dire les énergies fossiles, le pétrole, le charbon. Le charbon, en France, c'est fini. Maintenant, c'est le pétrole. Et nous avons une facture énergétique considérable. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis permis de dire que c'était une filière qui avait de l'avenir, parce qu'on n'a pas fini avec le travail de l'abandon du fossile. Mais c'est même le début du cycle. L'idéal serait donc, à terme, si on pouvait, de se passer du nucléaire. C'est ce que vous dites ce soir. On ne peut pas le faire pour le moment, mais l'urgence, c'est de supprimer les fossiles et de les réduire. Et ça va demander l'appui du nucléaire. Donc ma position, elle est d'ailleurs, excusez-moi, assez proche de la position de Nicolas Hulot historiquement, qui lui-même avait dit le nucléaire est un mal nécessaire. Il avait dû employer cette expression. Charlotte Migeon, est-ce que c'est un mal nécessaire? Alors non, surtout pas. Tout d'abord, par rapport à l'Allemagne, ce que je voudrais vous dire, c'est que le charbon ne vient pas remplacer le nucléaire et que l'Allemagne, à l'heure actuelle, elle a réduit de 27% ses émissions de CO2 par rapport à 1990. Je vous conseille juste, j'ai amené une petite brochure qu'on a réétudiée avec le réseau Action Climat qui explique pourquoi le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique et pourquoi surtout le nucléaire empêche le développement des vraies solutions. Parce qu'actuellement, là, avec le nucléaire, il n'y a plus de statu quo possible. On est face à un puits sans fond. On est face à un puits sans fond avec des réacteurs vieillissants. Si on veut les faire durer encore, ça veut dire un rafistolage qui est extrêmement coûteux, qui est 100 milliards d'euros. On est face à EDF qui a une dette colossale parce que ce sont des investissements énormes. EDF qui va devoir provisionner pour le démantèlement des centrales, pour la gestion des déchets radioactifs. Et face à ça, on a des ressources limitées. Donc les ressources, il faut les investir là, maintenant, dans les énergies renouvelables, qui sont les vraies énergies d'avenir, qui créent des emplois qui sont non délocalisables, qui sont pérennes, qui sont partout sur tout le territoire. C'est bien différent, je dirais, que les 25 000 travailleurs sous-traitants de l'industrie nucléaire qui servent de chair à neutrons pour faire fonctionner nos centrales. Arnaud Montebourg va vous répondre. Je ne crois pas que le monde soit divisé en deux. Vous me permettrez de vous dire que ce n'est pas parce qu'on soutient la solution transitoire d'un nucléaire qui est un point d'appui pour sortir et régler le problème du siècle actuel des émissions de gaz à effet de serre. Je me permets de vous dire que je suis favorable aux énergies renouvelables. Je suis même à la tête d'une start-up qui vend des éoliennes sur le modèle de l'autoproduction, autoconsommation. Je vais même vous dire, lorsque j'étais au ministère de l'Industrie... C'est ce que vous dites ce soir. Pardon ? Arnaud Montebourg est un écolo, c'est ce que vous nous dites ce soir. Non, c'est pas l'image que je vais vous dire, Arnaud Montebourg. L'écologie appartient et doit être mariée avec le réalisme et doit être mariée, y compris, avec les urgences. Donc moi, je ne suis pas un farouche partisan du nucléaire. Je pense que le nucléaire est un point d'appui pour faire évoluer le mix énergétique et notamment faire pousser les énergies renouvelables. C'est faux. Tout J'ai envie d'ailleurs de rappeler que lorsque... Pardon, madame, je vous réponds. Lorsque j'étais à Bercy et au ministère de l'Industrie, j'ai été l'auteur de plans industriels stimulant les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, le véhicule de 2 litres au 100, le TGV du futur et combien d'autres. Pourquoi ?
parce que nous devons investir dans ces solutions nouvelles. Charlotte oui, Migeon, sauf pour que terminer. tout ce qu'on investit, tout ce qu'on engloutit dans le nucléaire, c'est autant qu'on n'investit pas là, maintenant, dans ces solutions d'avenir. Et là, il n'y a plus de statu quo possible. On ne peut plus faire comme si on pouvait avoir les deux. Le nucléaire n'est pas une solution transitoire. Le nucléaire, c'est une énergie qui est dangereuse, qui est polluante, qui est dépassée, qui doit être remplacée d'urgence par les énergies renouvelables. Donc on ne peut pas avoir les deux. Il faut faire des choix. Le débat se poursuivra peut-être hors plateau, et puis peut-être que la plaquette, vous pourrez la donner à Arnaud Montebourg pour continuer à en En discuter. tout état de cause, Juste les après. centrales sont là. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses par l'autorité indépendante de sûreté nucléaire. Ce serait, je crois, une erreur économique. Là aussi, il faut marier l'écologie à l'économie que de fermer des usines rentables avec des plans Alors, sociaux. mais Merci à vous regardez la dette d'EDF. Merci à vous deux. Dette d'EDF, 37 milliards d'euros. Charlotte Migeon, Merci beaucoup. Charlotte Migeon, je crois qu'il y a un autre Français qui souhaite interpeller Arnaud Montebourg. Un troisième Français qui est en face de vous, un Français que vous avez déjà croisé à plusieurs reprises, Arnaud Montebourg. Bonsoir, Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Jean-Pierre Mercier, vous êtes ouvrier chez Peugeot à l'usine PSA de Poissy en région parisienne, où vous êtes délégué CGT. Je précise que vous êtes également porte-parole de Lutte ouvrière. Et vous voulez interpeller Arnaud Montebourg sur la question des fermetures d'usines et plus généralement sur la crédibilité de sa parole. Vous avez déjà croisé, je le disais, puisque Jean-Pierre Mercier, vous travailliez auparavant à l'usine PSA d'Aulnay. C'était au début du quinquennat de François Hollande. Vous étiez, vous, ministre du redressement productif. L'usine a fini par fermer après 4 mois de grève. Et pour voir Arnaud Montebourg, c'était la seule solution. Et vous l'avez encore répété la semaine dernière. Nous n'avons pas pu éviter la fermeture d'Aulnay. Et comme d'ailleurs, il y a eu des échecs, mais aussi des succès. Et aujourd'hui, PSA est reparti. Malheureusement, cette décision, nous n'avons pas pu l'éviter, mais c'était une bonne décision. Fermer Aulnay était une bonne décision, vous avez entendu Arnaud Montebourg. On ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire PSA, mais vous m'avez dit en préparant l'émission, Jean-Pierre Mercier, que cette déclaration, elle vous avait rendu un peu furieux. Expliquez-nous et surtout expliquez-lui, il est en face de vous. Furieux, d'autant plus que quand je vous ai entendu réagir par rapport à la décision de la direction d'Alstom de fermer l'usine de Belfort, vous avez encore à nouveau employé ce terme d'inacceptable. Inacceptable, c'était le terme que vous aviez employé en juillet 2012 quand la direction de PSA avait annoncé la fermeture de l'usine d'Aulnay. En quelques semaines, septembre 2012, c'était fini. Je ne sais pas ce qui s'était passé pendant l'été, mais en tout cas, de inacceptable, c'était devenu inévitable. Inévitable, et après, vous avez tenu des engagements en conférence de presse dans votre ministère du redressement productif. J'étais là pour les écouter. C'était aucun salarié n'allait se retrouver au Pôle emploi. C'était un engagement de l'État. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, après 4 ans, je peux témoigner que des centaines et des centaines de salariés sont tombés directement dans le chômage, sont au Pôle emploi, n'ont plus de droits assédiques et aujourd'hui vivent avec seulement quelques centaines d'euros. Alors vous savez, quand on vous entend, quand vous étiez ministre, moi je vous ai entendu et aujourd'hui, quel crédit à votre parole? Est-ce que vous pensez que des travailleurs peuvent encore vous croire? Arnaud Montebourg. Oui, je le crois. Pour une raison simple, c'est que cette affaire d'Aulnay, d'abord, a été un crève-cœur. Et si nous racontons l'histoire ensemble, Monsieur Mercier, je suis heureux d'ailleurs de vous retrouver, c'est qu'il y a des éléments qu'il faut rappeler. Lorsque nous sommes arrivés, je m'en souviens comme c'était hier, à ce moment-là, nous pensions, sincèrement, je le pensais, que nous pouvions sauver Aulnay. C'est 3000 salariés, ce n'est pas une petite histoire. Quel est le gouvernement qui peut s'en désintéresser ou même mentir? Donc je vous prie de reconnaître que nous sommes battus sincèrement. Et je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que nous avons commandé un rapport sur la situation de l'entreprise PSA, et là nous avons découvert que c'était une entreprise en faillite. Et j'en veux pour preuve. Vous ne l'avez jamais cru d'ailleurs, ce point-là. J'en veux pour preuve, c'est que j'ai été obligé d'aller chercher 7 milliards pour garantir la banque PSA Finance qui assure le crédit à la consommation pour tous les acheteurs de véhicules PSA. Aujourd'hui, je peux dire que cette entreprise était en faillite. À l'époque, je ne pouvais pas le dire publiquement, je l'aurais encore plus affaibli. Mais oui, la famille Peugeot avait mis la situation dans cet état. Et qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons nationalisé 14% du capital. Nous avons écarté la domination dans le capital de la famille Peugeot. Nous avons fait un accord avec les Chinois, Dongfeng. L'État est entré dans le capital. Nous n'avons pas pu sauver Aulnay. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons sauvé Peugeot. Et je le dis pour les 180 000, je crois, salariés dans le monde de PSA.
je le dis aussi pour les salariés français, car PSA est remonté. Les 800 millions que nous avons mis pour acheter 14% du capital, ils valent le double aujourd'hui. En plus, ça a été un investissement positif. Alors maintenant, je parle de ceux qui ont perdu leur travail. Vous parlez beaucoup. Je réponds. Une dernière phrase, Arnaud Montebourg. Vous savez, allez-y, Jean-Pierre Mercier. Vous dites, Peugeot était au bord de la faillite. Oui, c'était le discours de la direction de Peugeot. En réalité, ils n'ont jamais été au bord de la faillite. Ils n'ont jamais été au bord de mettre la clé sous la porte. Bien évidemment, ça c'était le mensonge de la direction. Mais même, Aulnay a fermé 3000 emplois qui ont été supprimés dans un département qui est le plus pauvre, pratiquement le plus pauvre de France. Et vous croyez que ça s'est arrêté avec ça ? Oui, l'État a fait un prêt de 7 milliards d'euros en même temps qu'ils annonçaient la fermeture de l'usine. Vous avez injecté à hauteur de 14% dans le capital et ça ne s'est pas arrêté. Vous savez, depuis le 1er janvier 2013, il y a eu 17 000 emplois CDI qui ont été supprimés dans le groupe. 17 000 emplois pour une production qui est en augmentation. C'est 5 usines comme Aulnay qui ont été supprimées en France. Alors vous savez, oui, vous avez démarré par inacceptable. Après, ça a été inévitable et même, vous continuez à justifier cette fermeture d'Aulnay. Mais là-dedans, derrière, il y a des salariés qui en sont crevés. Et il y en a qui sont en train de crever au chômage. Jean-Pierre Mercier, ça, c'est inacceptable. Arnaud Montebourg, vous avez dit, en gros, si j'ai bien compris, j'ai fait ce que j'ai pu. Sur la question des salariés qui sont, comme le dit Jean-Pierre Mercier, restés sur le carreau. D'abord, nous avons veillé, alors ça a duré 2 ans, puisque après j'ai été remplacé, mais nous avons veillé à ce que les reclassements aient lieu dans les autres usines, et notamment à Poissy, où vous avez été vous-même reclassé. D'ailleurs, c'est la loi. Quand on est un groupe, on doit reclasser ses salariés. C'est une obligation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que lorsque nous avons pris cette décision d'injecter, vous avez dit, de l'argent pour préserver Peugeot, c'est une décision de politique industrielle qui a permis à Peugeot de redémarrer. Parce que la famille Peugeot, elle était sur la paille. Les principaux actionnaires de Peugeot étaient sur la paille. C'est des multimilliardaires. C'est la première fortune de Suisse étrangère. Je suis en train de vous expliquer que nous l'avons... Pourquoi ne pas faire payer les actionnaires à ce moment-là ? Pourquoi c'est toujours l'argent public qui doit venir au secours des actionnaires privés ? Et je dois juste, Monsieur Montebourg, juste 30 secondes, je dois juste vous dire que quand les salariés ont compris qu'ils ne pouvaient compter sur aucun responsable politique du gouvernement, quand ils ont démarré la grève en janvier 2013, pendant 4 mois, on a fait grève. Et là, on n'a compté que sur nous-mêmes. Et quand on a frappé à la porte de votre ministère, à la porte du ministère du Travail, à la porte du gouvernement, c'était porte close. Alors bien sûr, il y a des portes qui sont ouvertes. On a vu une tonne de conseillers, une tonne de chefs de cabinet. Mais à chaque fois, c'était pour nous dire, vos revendications, jamais vous les aurez. Et on n'a obtenu aucune aide du gouvernement auquel vous appartenez. On va laisser Arnaud Montebourg répondre et ce sera la dernière réponse. Monsieur Mercier, vous êtes un militant révolutionnaire. Oui, que je respecte. Et fier de l'être. Que je respecte. Voilà. Avec des positions très radicales. Moi, je suis en position de responsabilité, aujourd'hui encore, comme lorsque j'étais en face de vous. Lorsqu'on a une entreprise qui risque de disparaître, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Avec les syndicats, avec tout le monde, y compris les actionnaires. Vous croyez que ça leur a fait plaisir, la famille Peugeot, ce que nous avons fait ? Nous ne sommes pas allés au secours de Peugeot seulement. Nous avons pris des décisions de restructuration du capital et nous avons placé à la tête de Peugeot M. Louis Gallois, qui est devenu le président, l'administrateur de l'État, est devenu le président de PSA. Qui justifie les... Donc c'est une décision importante pour conclure. Et d'ailleurs, si j'avais à donner quelques détails, lorsque nous avons eu de ce genre, si vous me permettez, j'ai une phrase, 1693 dossiers. Nous n'avons pas sauvé 100% des emplois dans ces 1693 dossiers que j'ai suivis. Il y avait 240 000 emplois menacés, nous en avons sauvé 208 000. 85%. Ça, c'est ce que nous avons pu faire. Merci Jean-Pierre Mercier. Ça, c'est le travail. Merci pour cet échange. Merci Jean-Pierre Mercier. Merci à vous Karim. Et puis je précise, parce qu'un téléspectateur posait la question, que le service militaire que vous souhaitiez rétablir, vous le chiffrez à 4 milliards d'euros. Hein, c'est bien ça. Entre 3 et 4. Entre 3 et 4. Arnaud Montebourg, vous pouvez donc revenir vers nous. On va partir en immersion maintenant. Maryse Burgot, Mathieu Régnier, Thierry Mongelas vous ont fait plonger dans le quotidien des pêcheurs. Oui, vous en emmenez à la criée à Boulogne-sur-Mer, où le Front National fait des gros scores. Ils partagent avec vous leurs interrogations sur leur métier, sur leur avenir et surtout sur l'Europe. L'Europe qui fixe les règles et l'Europe qui est dans toutes les conversations. Reportage. Monsieur Montebourg, on va aller dans ce bar, là, c'est le QG des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Très bien.
Bonjour messieurs. Messieurs, bonjour. 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 Comment on peut concevoir qu'un pêcheur étranger, il vient chez moi, je le conçois comme ça, qui pêche la même ressource que moi, et que lui, avec tous les droits qu'il peut avoir aujourd'hui, il peut prétendre à toute la ressource qu'il a envie, et que nous, on soit enfermés dans un carré statistique qui nous évite de pouvoir excéder ce carré. En clair, vous acceptez des règles à condition qu'on nous protège contre l'extérieur. On est tellement au bord du gouffre, là on est au bord du gouffre. Que ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. C'est ça que disent les gens. Ça peut pas être pire. Alors pourquoi pas sortir de l'Europe? Qu'est-ce qui va en nous, qu'est-ce qui va changer? À mon avis, si je peux me permettre un conseil, et je m'adresse à un citoyen honorable, hein, notre choix collectif, nous Français, c'est de rester dans l'Europe et de se battre pour la faire bouger. Mais le peuple français, quelle est sa façon de s'exprimer contre l'Europe? Ben écoute, je vais vous dire. La réponse, je vais vous la donner. Et c'est quoi la réponse, monsieur? Ça m'intéresse. Votez Front National. Moi je voulais sortir de l'Europe, j'ai voté Le Pen et je vous le dis. Je suis parti pour sur Le Pen, moi je m'en cacherai pas du tout, parce que j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre que mon métier est foutu. Nous en étant que pêcheurs, on aimerait savoir ce que serait capable de faire au niveau de l'Europe. Est-ce que ça a fonctionné jusqu'à présent? Non. Pourquoi? Parce que tous les présidents que nous avons eus, ils ont dit « je vais changer l'Europe », ils ont été élus, et puis 15 jours après, ils sont allés à Berlin, à Bruxelles, ils sont allés faire des génuflexions. Oui, monsieur Montebourg, vous avez été au gouvernement pendant 2 ans. Ce monsieur vous dit qu'il va voter Front National. Est-ce que vous vous sentez responsable de Totalement, totalement. Oui, je considère que la gauche au pouvoir, qui n'a pas fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, est responsable de l'écœurement d'un certain nombre de citoyens qui lui ont fait confiance. Merci, au plaisir. Oui, une cigarette. On sent quand même un sacré désarroi. Hein. C'est la France qui est comme ça. Toute la France est comme ça. L'optimiste, un beau titre ça quand même. Et ça, c'est notre dernière année, moi j'arrête. Vous revendez, c'est vos enfants? Non, le gamin n'a pas voulu suivre, parce que vu la conjoncture actuelle, le gamin il a eu trop peur et... Bon, il s'est dit, je vais me ruiner. C'est pas que tout promettre, monsieur Hollande pareil, beaucoup de promesses, beaucoup de ceci. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et monsieur Montebourg, il était au gouvernement avec monsieur Hollande? Je sais, je suis au courant. Je regarde les infos. Mais bon, je vois à l'heure actuelle, il n'a pas changé de parti, mais il est parti tout seul. Donc c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Je vous le confirme. Voilà, c'est tout. Et ça, ce sont les bateaux qui reviennent de la pêche. Bonjour. Mettez-moi l'avenue à bord, Pierre. Oh, ben ça va, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas toute la pêche quand même. Non, il y en a encore un peu dans le stand, mais en tout, on doit avoir 30 kilos de sol aujourd'hui. Donc en fait, c'est une petite pêche. C'est misère, ouais. Donc en fait, vous avez dépensé du gasoil pour... Et si on respectait la loi à la lettre, on avait le droit d'avoir que 10 kilos de prix d'accessoires. On est bridé de partout, on ne peut rien faire. Et quand on peut pêcher un peu, je vous dis, on doit rajouter, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Je ne doute pas de vos bonnes intentions, on a bien vu que vous étiez mouillé, tout ça, pour Florange, tout ça. On voit que, mais après, est-ce qu'ils vous donneront le pouvoir de faire quelque chose pour nous? Le pouvoir, ça se prend. Entre guillemets, ça a servi à rien puisque ça n'a pas fonctionné au bout. Est-ce que ce sera pareil pour nous? Mais... C'est vrai. Et vous irez voter, vous, monsieur? Oui, j'irai voter. Vous savez déjà quel est votre choix? Et ce sera quoi votre choix? Je pense Front National. Moi, je ne suis pas favorable à la sortie de l'Union européenne parce que le remède sera pire que le mal. Mais il va falloir aller casser un peu de vaisselle à Bruxelles. Cette fois-ci, on n'aura pas le choix. Merci, monsieur. Bon courage à vous. Merci. Et voilà, vous êtes bien courageux et valeureux. On a besoin de vous, hein. On a besoin de pêcheurs en France. Je ne sais pas si on sera encore là longtemps. Hein. Voilà, allez casser un peu de vaisselle à Bruxelles. Là, on est au cœur, Arnaud Montebourg, de votre programme parce que tout passe par là. Vous dites qu'il faut un nouveau traité pour une nouvelle Europe. Mais on a vu plusieurs dirigeants européens. Vous l'avez dit, des Français. Lionel Jospin en son temps, François Hollande ensuite. Mais on a vu aussi Alexis Tsipras avec votre ami Varoufakis. On a vu également Matteo Renzi à sa manière aller à Bruxelles, aller à Berlin pour dire il faut changer d'Europe. Ils n'ont jamais réussi. Alors comment feriez-vous, vous? Est-ce que Arnaud Montebourg a une baguette magique? Il y a d'abord les récriminations internationales qui montent contre l'Union européenne. Les institutions internationales comme le FMI, l'OCDE, expliquent maintenant que ça suffit l'austérité. Le Premier ministre italien, au sommet de Bratislava, a lui-même déclaré « Maintenant, ça suffit ». Ça n'a pas l'air d'ébranler les Allemands. Mais le sujet n'est pas les Allemands, car l'Union européenne n'est pas allemande. L'Allemagne est européenne, mais l'Union européenne n'est pas allemande. Et c'est la puissance économique dominante. Elle est composée de l'ensemble
des pays européens. Et je vais vous dire que nous avons, nous, la responsabilité d'assumer le leadership alternatif qui n'a pas été mené très bien. Et ni par les uns ni par les autres. Comment on fait D'abord, parce que c'est très bien de dire on va faire un nouveau traité de Rome. Passons sur le fait que c'est une vieille idée de Jean-Pierre Chevènement, mais après tout, pourquoi pas. Mais vous faites comment? Avec qui? Vous la faites à 27, à 28, le nouveau traité de Rome? Vous allez voir Mme Merkel, vous lui dites quoi? Bonjour Mme Merkel, on va tout enlever les nouveaux... on va se délier de tous nos traités et on va faire un nouveau traité? Comment ça se passe? D'abord, je voudrais vous expliquer ce que je compte faire s'il m'est donné d'être le président des Français. La première des choses est d'établir un mémorandum expliquant quel type d'Europe nous voulons, le projet. Et ce que nous voulons arrêter dans l'Union européenne qui nous cause tant de dégâts et de dommages, tant pour la France que pour l'Union et l'ensemble des Européens. Premièrement. Deuxièmement, qui sont les alliés? Tous ceux qui, aujourd'hui, ont été étrillés par l'austérité. Et d'ailleurs, il y a à constituer aujourd'hui une alliance contre l'austérité, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, nous-mêmes, c'est-à-dire à peu près 4 pays suffisent aujourd'hui pour bloquer la machine européenne. Et pourquoi elle n'existe pas aujourd'hui, cette alliance, d'après vous, si c'est si simple? Parce que la France n'a pas été à la hauteur. Et Parce qu'il n'y a pas de leadership en France. Et le discours du Bourget, qui disait, fort du mandat des Français, j'irai renégocier à Berlin, à Bruxelles, n'a pas eu de suite. Mais c'est ça qui rend sceptique. C'est ça qui rend sceptique. Je me souviens moi-même des relations que nous avions avec les Italiens, les Espagnols. Ils disaient on attend, on espère. Il n'y a rien eu. Mais c'est là où on peut s'étonner. Pardonnez-moi, je vous coupe. C'est là où on peut s'étonner à partir du moment où en 2012 François Hollande arrive à l'Élysée. Et alors qu'il avait promis effectivement pendant sa campagne de renégocier ce fameux traité, ce pacte budgétaire qui impose l'austérité, il le ratifie. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites dans un gouvernement de François Hollande? Vous savez qu'il ne pourra plus faire une politique différente. Il a ratifié. C'est le péché originel. C'est effectivement le péché originel. Vous êtes resté 2 ans dans ce gouvernement. J'ai passé mon temps, c'était peut-être mon erreur. En tout cas, c'est ma responsabilité, à me battre contre les décisions nationales que nous avons prises, qui sont bien de notre responsabilité. L'austérité fiscale, l'appauvrissement des classes moyennes et populaires, des Français qui ont perdu le pouvoir d'achat. 1 650 € perdus en 4 à 5 ans en moyenne pour ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. C'est quand même ça que nous avons fait. Donc ça a été une bataille politique intense, soutenue, et d'ailleurs très dure, pied à pied. Des notes, des lettres, qui d'ailleurs n'ont eu aucune suite. Et c'est une des raisons pour lesquelles le discours par lequel j'ai quitté le gouvernement était un discours demandant une inflexion majeure sur la question de l'austérité. Et là, on vous croit parce que vous avez une capacité de persuasion, c'est ça? Non, je crois qu'il y a aujourd'hui les moyens, aujourd'hui, dans l'Europe, de trouver les points d'appui pour bloquer la course vers l'austérité. Et si ça ne marche pas, Monsieur Montebourg, allez jusqu'au bout, si ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à négocier ça, est-ce qu'on sort des traités européens, oui ou non? Ça ne veut rien dire, sortir des traités européens. Vous expliquerez ça à Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut rien dire, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on met à la place? Ça veut dire qu'on sort de l'euro, donc c'est le chaos. Non, ce n'est pas le sujet. Je crois que les Européens, et y compris les Allemands d'ailleurs, n'approuvent pas davantage le projet européen tel qu'il est. Quels sont les points, par exemple, que je vais proposer à Mme Merkel? Est-ce que ça vous intéresse? Allez-y. Premièrement, mutualisation des dettes publiques. Il y a des dettes publiques qui empêchent les États d'avancer. Nous voulons les mutualiser au plan européen. Deuxièmement, un plan d'augmentation de salaire dans la quasi-totalité, dans la totalité des pays européens. Mutualisation, ça fait bondir les Allemands et pas seulement les chrétiens démocrates. Mais Monsieur Pujadas, ils n'en veulent pas, les Allemands. Monsieur Pujadas, Madame Merkel n'est pas la directrice de l'Union européenne. Jusqu'à présent, elle semble bien l'être. Madame Merkel n'est pas élue par les Français, par les Espagnols, les Italiens. Donc, peut-être que les Allemands ne sont pas d'accord, mais nous non plus. Donc, nous allons casser de la vaisselle à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'échapperons pas à une explication assez franche et nette entre amis et partenaires. Hein. Ça n'est pas du tout interdit de se dire les choses entre amis et partenaires. Mais vous le dites tous, pardonnez-moi, vous le dites tous, on va aller à Bruxelles casser de la vaisselle. Il y en a très peu qui l'ont fait. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu cette expression, Madame Salamé. Oui, bon, on enchaîne. On en a entendu d'autres. Jamais. Pourquoi je propose, c'est un point intéressant et important, pourquoi je propose une augmentation des salaires dans toute l'Europe et une relance budgétaire coordonnée? Pourquoi? Parce que Mme Clinton, au cœur de la campagne électorale, propose le doublement du salaire minimum américain, passant de 8 $ à 15 $, au-dessus de notre SMIC. Pourquoi? Parce que chez les Chinois, les salaires augmentent de 25%. Chez les travailleurs chinois, les salaires augmentent de 25% l'an. Donc, enfin, tout le monde a compris, sauf peut-être Mme Merkel. Mais elle aussi, elle a fait un salaire minimum un peu trop insuffisant.
Enfin, tout le monde a compris qu'il fallait augmenter les salaires. On va prolonger le débat, si vous le voulez bien, autour des questions économiques. Et vous reparlerez, j'imagine, de l'Europe et de vos propositions contre l'austérité. C'est le cœur de votre candidature, la proposition économique. Ça s'appelle Demandez le programme et c'est avec François Langlais. Bonsoir François, et avant Bonsoir, de David. venir nous rejoindre à la table, vous nous exposez précisément, pour avoir une vue d'ensemble, les grandes lignes du programme d'Arnaud Montebourg. En effet, David. Arnaud Montebourg voudrait être l'ingénieur d'une nouvelle France, construite sur l'industrie, qui aurait pour objectif le plein emploi. Le programme qu'il a développé lors de son discours de Frangy, c'était en août dernier, s'appuie sur 4 actions. La première, c'est protéger l'économie française de la concurrence étrangère. Et pour cela, il compte réserver 80% des marchés publics aux PME tricolores. Il veut aussi taxer les produits venant de l'extérieur de l'Europe qui ne respecteraient pas nos normes environnementales et sociales. Et puis, il veut également maintenir la base industrielle française et bien sûr développer la fabrication française, le Made in France. Deuxième action, financer le développement des PME en créant une grande banque publique, le cas échéant avec la nationalisation de l'un des grands établissements français existants. Il veut aussi investir 10 à 20% de l'encours de nos assurances vie dans le capital des entreprises moyennes. Troisième action, former tous les chômeurs pendant 1 an et créer un service régional de l'emploi dont les dirigeants seraient élus au suffrage universel. Quatrième et dernière action, investir dans le logement en rénovant les bâtiments pour les adapter aux normes environnementales, une opération qui nécessiterait 100 milliards d'euros sur 5 ans. Et il veut enfin favoriser l'accession à la propriété des habitants de HLM en leur permettant d'acquérir leur logement pour un prix 50 à 70% inférieur à celui du marché. Arnaud Montebourg vous fait face. On va un peu plus loin maintenant. Bonsoir, M. Langlais. Tout d'abord, une question sur votre programme. On a une curieuse impression à la lecture de ce programme. On comprend très bien vos grandes orientations économiques. Elles sont bien décrites et j'allais dire, on les partage, on ne peut que les partager. Ce qu'on voit moins, c'est le chemin pour y parvenir. Vous avez quelques mesures ciblées, on vient de les décrire. Pour le reste, ça reste très imprécis. Baisse d'impôts, pour qui, comment ? On ne sait pas. Formation d'1 an des chômeurs, très bien, mais avec quel argent ? Formé à quoi ? Formé par qui ? Maîtrise du déficit sur le quinquennat, c'est ce que vous avez dit aux Échos récemment. À nouveau, à quel niveau ? On n'en sait pas davantage. Tout ça est quand même très vague. Sur les baisses d'impôts, je propose une baisse d'impôts ciblée sur les classes moyennes et populaires. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, car la plupart d'entre elles, ou une majorité d'entre elles, n'acquittent pas l'impôt sur le revenu. En revanche, je propose que la CSG soit l'outil par lequel nous pourrions restituer. Une baisse de la CSG. Une baisse de la CSG. C'est-à-dire l'impôt qui frappe les salaires tous les mois. Qui frappe le travail, les revenus du travail, le prix de l'effort. Voilà. Deuxièmement, vous me posez la question, comment va-t-on faire pour former les chômeurs, ceux qui perdent leur métier ? Je veux utiliser l'argent de la formation professionnelle qui aujourd'hui ne va pas chez les chômeurs. 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros, selon les calculs, entre 2 et 15% de cet argent est consacré aux chômeurs qui ont perdu leur métier. C'est très peu. Cet argent pourrait être activé pour faire en sorte que, pendant 1 an, chaque chômeur qui a perdu son métier puisse faire l'apprentissage d'un nouveau métier. Exemple, l'autre jour, j'étais à Sarcelles. J'ai rencontré une personne qui a été pendant des années au RMI, et qui a fait l'apprentissage du métier de boucher charcutier. Un très beau métier, mon grand-père était boucher charcutier. Et il se trouve qu'il avait été maquettiste, il avait perdu son travail en raison de la révolution numérique. Voilà un homme heureux dans son nouveau métier. Il a été pris en charge sur les fonds de la formation professionnelle. Cela existe à dose homéopathique, je veux le généraliser. Enfin, je crois qu'il est nécessaire d'associer les entreprises à cela, de faire en sorte qu'elles prennent en alternance, de façon concrète, les apprentissages. Quand est-ce que vous allez raconter tout ça, décrire tout ça précisément avec un cadrage en disant, voilà, on part de 5% de déficit, on arrive à tel endroit, alors, sur on le peut déficit, créer un emploi. Je sais que votre passion pour le déficit... Non, mais il y a beaucoup de dépenses dans votre programme. Très peu. 100 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments thermiques. Alors ça, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent public-privé. Les 100 milliards, d'ailleurs, c'est une proposition de Nicolas Hulot. Je me tourne peut-être vers notre... Encore Nicolas Hulot. Notre témoin du nucléaire. Oui, c'est une proposition de Gaël Giraud, Alain Grandjean, Nicolas Hulot. Lui préférait 600 milliards.
en 5 ans déjà dépensé 100 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments. Ce sont des prêts à 50 ans pour transformer le bâti public, privé, des Donc c'est logements. des emprunts que va faire la Sur Caisse des des dépôts. emprunts que l'État va garantir, mais ce peut être des emprunts par les entreprises privées. Donc je ne le mets pas dans la dette publique. En revanche, les 30 milliards, je veux mettre 20 milliards d'investissement dans les réseaux, à travers les collectivités locales qui ont été rudement malmenées ces derniers temps. Pourquoi? Des investissements dans les réseaux. La fibre, les réseaux d'assainissement, les transports ferroviaires, les transports... Tout le monde les est routes. d'accord sur ces projets. Le problème, c'est de les financer. Eh bien ça, c'est de l'emprunt. Je vais vous dire pourquoi c'est Ah de oui, c'est de l'emprunt. Mais Ça, on peut c'est de emprunter l'emprunt. comme ça sans souci? Oui, je vais vous dire pourquoi, Monsieur Langlais, pour vous Dites-moi. rassurer. Mais ça m'intéresse beaucoup. Parce que quand vous mettez 20 milliards dans l'économie française, vous en récupérez, surtout sur des investissements dans des réseaux, par exemple, qui font travailler les petites PME de BTP, vous en récupérez 15 au bout de 3 ans. Excusez-moi, mais Ça s'appelle le mon multiplicateur. vantage me fait dire, j'ai entendu ce discours de nombreuses fois. Chaque fois qu'un candidat se présentait à la présidence de la République, il disait il faut dépenser d'abord, et puis on retrouvera ça plus tard parce qu'on va créer la croissance. Finalement, on s'est trouvé avec du déficit supplémentaire sans pour autant avoir la croissance. Ce n'est pas tout à fait exact, car quand il s'agit écoutez. de dépenses d'investissement, je vous mets au défi de me dire que cet argent va partir en Chine, au Bangladesh ou aux États-Unis. Il restera sur place et il permettra d'entretenir l'activité économique. D'ailleurs, tout le monde, le commissariat au plan, même le MEDEF, réclame 50 milliards d'investissements dans les infrastructures. Donc nous avons ces besoins et les entreprises le demandent. Mais le déficit, ce n'est pas une question, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Vous savez ce qu'a... On le creuse. Oui, mais c'est pas du tout. C'est un sujet. Et d'ailleurs, le cadrage macroéconomique de mes équipes d'économistes de très bon niveau, qui sont dans les meilleurs laboratoires de recherche indépendants qui m'accompagnent, est rigoureux et robuste et aboutit au résultat suivant, si vous me le permettez. On ne l'a pas vu encore, hein? Non, mais je vous le dis. Ah d'accord. C'est une annonce. C'est une annonce. Nous l'écoutons. Avec ces 30 milliards, 10 milliards pour les classes moyennes et populaires sous forme de baisse d'impôts et 20 milliards dans les investissements collectivités locales, infrastructures, nous arrivons à 2% de croissance en plus sur les 5 années du mandat. Nous arrivons à un niveau de diminution de la dette qui diminue et qui chute de 10 points, parce que de l'activité en plus, ça fait diminuer la dette. Le déficit est stable et ça fait 500 000 chômeurs de moins. Écoutez, si on là, ajoute les 100 milliards... Vous avez une baguette magique? Non, pour reprendre non, l'expression d'David. c'est le cadrage macroéconomique. Je vais vous envoyer mes économistes. Avec plaisir. Je pense que vous allez apprendre quelque chose. Alors, autre point peut-être. J'en suis sûr. Une question sur... Mais je vais même vous dire, vous savez, il y a 10 prix Nobel qui expliquent qu'il faut faire ça. 10 dans le monde. J'appelle ça l'énumération des saints. Joseph Stiglitz, Paul Krugman et tous les autres. Donc, ils le disent pas exactement comme ça, hein, si je puis me permettre. Ils disent qu'il et faut par faire ailleurs, des relances. c'est un discours qu'on a déjà beaucoup entendu à droite et à gauche. D'ailleurs, je vais vous dire, va non mais passer. ça c'est, attendez, figurez-vous que l'OCDE, hier, dans son rapport, on a appelé à des relances budgétaires dans la zone euro. C'est-à-dire que même Mme Merkel a maintenant l'OCDE contre elle. Mme Merkel a 0% de déficit. Nous, on a toujours eu plus de 3% ces Elle dernières années. Mais elle a on va changer 7% d'excédent commercial, Elle est qui est même une en infraction par rapport au traité Commercial en plus. européen. Une question sur l'emploi. Vous avez été l'un des très nombreux à dire qu'il fallait maintenir l'usine d'Alstom à Belfort, condamnée par la direction de l'entreprise. Et vous insistez encore tout à l'heure sur les emplois que vous avez sauvés. On comprend bien l'intérêt du volontarisme politique, c'est pas ça qui est en cause. Mais il y a des cas où une activité économique est condamnée parce qu'elle est désuète à cause de la productivité. Ça arrive même dans des entreprises que vous avez soutenues. La fonderie Loiselet, par exemple, que vous avez soutenue, qui finalement est passée par un règlement judiciaire. Quand on invente l'automobile au début du XXe siècle, ça pose des problèmes aux fiacres, aux cochers, aux palefreniers. C'est évidemment regrettable pour eux, il faut s'en occuper. Pour autant, si on défend, comme vous, sauver les emplois dès qu'une fermeture est annoncée, est-ce qu'on ne prend pas le risque de devenir le ministre des fiacres au moment où l'automobile est inventée? Écoutez, vous n'avez pas tort. Quand une activité est condamnée, pourquoi s'acharner? Mais il y a de nombreux cas où les activités ne sont pas condamnées. Il faut les restructurer. Comment on fait Ce la n'est différence pas très entre populaire. les deux? Vous avez vu comment M. Mercier... J'ai tout à fait entendu ça. D'ailleurs, vous devriez parler avec M. Mercier. C'est vous qui m'intéressez, pardonnez-moi. Oui, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'une activité est en difficulté... Comment vous faites la différence entre la diligence et l'automobile? Qu'est-ce qui vous fait dire, là, ça vaut le coup de mettre de l'argent public, et pas là? Parce que je suis pragmatique et que je n'ai pas de préjugés. Il y a des activités, par exemple, dans l'aluminium, qui sont, alors que le secteur de l'aluminium fonctionne, qui sont condamnées, mais d'autres qui peuvent parfaitement prospérer. J'ai sauvé une usine
à Saint-Jean-de-Maurienne, on a sauvé 5000 emplois dans la vallée de la Maurienne. Eh bien, elle embauche. Ça fait partie des succès. J'ai sauvé l'électroménager chez Brandt, dans tout l'ouest de la France. Il y a des salariés qui ont gardé leur emploi. J'ai sauvé la chimie. Oui, il y a eu pas mal de dégâts aussi. Hein, mais il y a eu des dégâts. À chaque fois, nous avons fait un effort où tout le monde a mis au pot, d'ailleurs. L'État a mis au pot, on me le reproche de l'autre côté. Mais finalement, tout le monde s'y met et on arrive à trouver des solutions. Est-ce que d'ailleurs, ça nous exonère des activités nouvelles? Certainement pas. Bien sûr. Je suis le créateur, avec Madame Pellerin, de la French Tech. Moi, ça m'a fait plaisir quand le patron de Cisco, venant de la Silicon Valley, États-Unis, a dit « J'ai cru voir la Silicon Valley en France ». Pourquoi? Parce que nous avons, là aussi, engagé des plans industriels, inventé l'économie de demain. Et je vais vous dire, je n'ai pas peur de la révolution numérique. Ce sont des opportunités et des chances. Même si, parfois, notre ennemi nous veut du bien, il faut s'en méfier. Est-ce que vous pensez que, dans un cas comme Alstom, il faut contraindre la SNCF à acheter français? Vous dites, dans vos programmes, on l'a vu, il faut réserver 80% des marchés publics aux PME nationales. Ça veut dire que, demain, si vous étiez élu, la SNCF achèterait uniquement Alstom? Je crois que dans une situation d'urgence, comme celle que présente la fermeture de Belfort, l'usine de locomotives françaises, la grande usine où on a fabriqué les motrices de TGV, il est naturel que lorsque l'État est actionnaire unique de la SNCF et actionnaire de référence d'Alstom, soit capable de s'unir, non? Vous ne trouvez pas? C'est ce que j'appelle l'équipe de France du ferroviaire. Dans cette affaire, c'est la France qui coule la France. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort quand même? Je vais vous poser la question d'une autre façon. Si vous faites ça, il est immanquable que tout le monde fasse la même chose. Autrement dit, on pourrait se retrouver dans une situation où les industriels français auraient le marché français, les Allemands, etc. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir une petite partie d'un grand marché européen et avoir des perspectives de développement plutôt que d'avoir la totalité d'un marché français qui est limité et avec une santé problématique? Je vais vous répondre. Vous êtes un homme d'entreprise aussi. Là encore, soyons pragmatiques. Il est inacceptable, et je me souviens avoir demandé au président de la SNCF de faire fabriquer les rames de TGV à Belfort. Il l'a fait, et c'est la raison pour laquelle Belfort va continuer à travailler jusqu'en 2018. Pour quelle raison a-t-il acheté des locomotives, 44 locomotives en Allemagne, fabriquées en Pologne? Pour quelle raison, alors qu'il y a 1600 locomotives qui vont être fabriquées par Alstom en Inde, on n'est pas capable d'en faire plus de 5 à Belfort? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tout petit effort pour faire vivre cette usine? Est-ce que c'est un crime, j'allais dire, contre... la compétitivité. Oui. Est-ce que c'est... Je ne le crois pas. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Mais... Et je vais vous dire, les Allemands, vous savez, vous me parlez des 80% de marchés réservés aux PME. Les Allemands, ils font 50% en montant. Eh bien, moi, je propose de faire comme les Allemands. Ça fera plaisir à certains d'entre vous qui évoquent, à chaque fois qu'ils font une phrase, Madame Merkel. Ah, mais parce qu'elle a quand même un petit poids à l'intérieur de l'Europe où nous nous trouvons. Une question sur la banque publique. Vous voulez créer cette banque publique ou bien nationaliser un établissement existant pour se substituer au financement privé défaillant, dites-vous, financement des entreprises. On a déjà vu ça, en fait, en France, une banque comme celle-là. Dans les années 90, on l'appelait à la rescousse pour financer les entreprises en difficulté, on l'appelait à la rescousse aussi pour financer les amis du pouvoir. Le Crédit Lyonnais. Et elle a coûté 17 milliards d'euros aux contribuables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inventer une banque publique qui ne creuse pas un tel trou pour les contribuables et les citoyens français? Ne pas recommencer les mêmes erreurs, monsieur Langlais. Mais et d'ailleurs, il y en a une qui fonctionne bien. En tout cas, pour moi, elle est trop petite. C'est 5% du marché. Voilà. C'est la BPI, la Banque publique d'investissement, qui contribue à créer. Elle est trop petite pour avoir une puissance sur l'économie. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut la mettre à puissance 10, 15, 20, pour que... Est-ce que c'est pas là qu'est le risque, justement? Je ne crois pas, pour une raison simple, c'est que 60% du bilan des banques privées aujourd'hui, c'est de l'activité spéculative, c'est de l'activité de marché, mais absolument plus de l'activité de crédit. Donc, il n'y a pas... Je peux, moi qui ai fait pendant 2 ans la traversée de l'économie française, dans les PME, travailler avec elles, là où je travaille dans le privé, je puis affirmer que le problème principal des PME, ce sont les banques et le financement. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'elles ne font plus ce travail, elles considèrent que c'est un travail qui n'est pas rentable pour elles. Toute dernière question. C'est donc la substitution naturelle du public à la défaillance du privé. Une question qui est à la lisière de l'économie et de la politique. Vous voulez créer ce service public de l'emploi.
qui aurait à charge de former les chômeurs, mais vous souhaitez que les dirigeants de cet organisme soient élus au suffrage universel. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas, à ce moment-là, un conflit de légitimité avec l'exécutif régional, qui lui aussi est élu? Je voudrais rassembler dans chaque région, Pôle emploi, les chambres de commerce, les CFA, les outils de formation et les budgets de formation professionnelle. Bon, ça, c'est la mécanique administrative. On n'est pas obligé de mettre des élus à la tête. On les rassemble. Oui. Pour qu'il y ait des gens qui ne s'occupent que de ça, qui soient spécialisés là-dedans, des gens passionnés d'ailleurs, ça peut être des syndicalistes, ça peut être des entrepreneurs locaux, ça peut être des élus. Ils peuvent faire des équipes, se présenter au suffrage universel pour rendre des comptes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'opacité dans le fonctionnement aujourd'hui de la formation professionnelle et il y a un excès de centralisation de la machine de Pôle emploi qui fait ce qu'elle peut avec des fonctionnaires dévoués qui sont submergés. Mais localement, il n'y a pas de lien suffisamment fort. Donc, il est nécessaire que ceux qui seront ces commissaires élus à l'emploi rendent des comptes. D'ailleurs, on ne va pas faire beaucoup d'élections, on va faire en même temps que les régionales. Vous aurez l'élection du commissaire à l'emploi. Il rendra des comptes en permanence devant les chômeurs, devant les employeurs, devant les entreprises. Il y a 300 000 emplois non pourvus dans notre pays. Des chaudronniers, des soudeurs. Il y a beaucoup de métiers et de qualifications. Il n'y a pas les formations. Donc, il n'y a pas les candidats. Donc ça, c'est leur travail et ils en rendront compte. C'est une innovation en ce sens que c'est la nouvelle France, telle que je l'envisage. C'est une innovation en ce sens qu'on n'a jamais imaginé qu'on pouvait être élu pour faire une seule tâche. C'est vrai, les élus, ils font tout, ils savent tout et ils sont partout. Mais finalement, il vaudrait mieux les concentrer sur une tâche très importante pour le redécollage économique de notre pays. Dans un instant, le débat, et c'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui va nous rejoindre. Mais on va d'abord s'interroger, Arnaud Montebourg, sur votre positionnement, votre démarche de candidat. Léa, vous avez libre cours, c'est le moment de votre parti pris. Monsieur Montebourg, novembre 2012, vous êtes ministre depuis 6 mois quand éclate la crise de Florange. Les hauts fourneaux sont menacés de fermeture. Vous en faites un combat personnel. Vous évoquez, vous menacez d'une nationalisation temporaire à ce moment-là. Le lendemain, Jean-Marc Ayrault et François Hollande vous désavouent publiquement. Vous perdez votre bras de fer sur Florange. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? J'ai présenté ma démission. C'était un moment extrêmement pénible, car il fallait affronter dans le secret de son bureau le président de la République. Je l'ai fait. J'ai présenté ma démission, j'ai rédigé ma déclaration. Et pourquoi vous n'êtes pas parti? J'ai reçu d'ailleurs à ce moment-là un coup de fil du syndicaliste de Florange, M. Martin, qui dirigeait le combat pour le compte des ArcelorMittal. Il m'a dit, vous devez rester parce que le combat va continuer. Même si nous avons perdu cette manche, vous devez rester. Et cet homme, ainsi que le président de la République m'a rappelé, m'a dit, il faut continuer. Parce que nous allons essayer de réparer... Mais ça ne manquait pas un peu de courage, là, une fois de plus? Oui, peut-être, peut-être, madame. C'est quoi, c'est un attachement aux ordres de la République? C'était l'envie de rester à l'intérieur du pouvoir, c'est ça? Continuer à me battre, c'était ça l'idée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai décidé. Je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre. Est-ce qu'il valait mieux rester et continuer à se battre? C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Eh bien, du coup, 2 ans après, il se passe ce qui s'est passé. On re-regarde ce moment. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président, en attendant Benoît Hamon. Je vais apporter une bouteille à tous les membres du gouvernement. Ça s'appelle la cuvée du redressement. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, vous n'avez pas démissionné. Vous avez été viré, comme on dit, au lendemain de cette cuvée du redressement. Du coup, je me suis demandé, on peut peut-être se demander, si vous n'aviez pas été viré, est-ce que vous seriez toujours au gouvernement aujourd'hui? Vous avez oublié l'essentiel dans ce reportage. Le discours qui a suivi, qui était un discours politique, qui demandait une inflexion majeure de politique économique. Ministre de l'économie, j'avais fait le choix de mon testament de dire on demande un changement de politique économique que j'ai échoué jusqu'à ce moment-là à obtenir. Je vais vous dire, c'était un divorce par consentement mutuel. Ah, vous vous êtes quand même fait virer. Oui, et alors? Pardonnez-moi. Et alors? Non, c'est... Je vais vous dire mon sentiment à ce moment-là. Ouais. J'étais soulagé. Parce que quand on n'est pas d'accord, l'été a été extrêmement difficile
en permanence, c'était un combat politique. On ne peut pas, dans une équipe gouvernementale, vivre des désaccords pareils. Donc il fallait se séparer. Il y a une autre question qui se pose aujourd'hui pour vous, c'est une question de place, de créneau à prendre. Il y a un autre homme qui est sur la gauche alternative, qui est anti-Bruxelles, anti-austérité, qui est souverainiste de gauche comme vous, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il ne vous prend pas la place aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon est un homme de conviction que je respecte et avec qui j'ai des relations de sympathie. Nous discutons parfois, mais il a choisi la radicalité. J'ai fait le choix de la responsabilité. Je crois que je peux rassembler et aller, d'une certaine manière, peut-être réussir. Ce sera très difficile, mais je crois que je peux battre Nicolas Sarkozy, si c'est le candidat de la droite, par exemple. Vous dites qu'il a choisi la radicalité, vous avez choisi la responsabilité. On pourrait dire aussi, il a choisi d'être clair et vous, vous êtes un peu flou. C'est-à-dire que lui, quand il se fâche avec le Parti socialiste, il claque la porte, vous restez. Vous critiquez de l'intérieur, mais vous restez. Lui, il dit, il va jusqu'au bout sur les traités européens. Il dit, si ça ne marche pas, on sort des traités. Vous, on vous a entendu, c'est flou. Est-ce que finalement, ce que vous proposez, ce n'est pas du Mélenchon light? Ce n'est pas du tout flou. C'est assez net. Il y a une stratégie et des objectifs. Mais je ne souhaite pas sortir de l'Union européenne. Nous avons besoin de l'Union européenne. Et si vous n'arrivez pas à l'amender, si vous n'arrivez pas à la réformer de par exemple, nous l'intérieur? prendrons des mesures unilatérales. Je n'ai pas pu vous l'expliquer tout à l'heure. Mais par exemple, nous suspendrons la directive des travailleurs détachés, qui fait qu'il y a aujourd'hui environ 500 000 personnes qui font du dumping social à domicile. C'est d'ailleurs la première cause de difficultés dans les entreprises aujourd'hui et les PME. Donc vous ne faites pas du Mélenchon light? Je crois que nous avons besoin de construire une stratégie alternative. Et pour ma part, mon projet, qui est un projet de réinvention de la France, c'est un chemin alternatif qui peut rassembler une majorité de Français, parce que je pense que les projets que je propose est majoritaire dans le pays, au sens où il peut provoquer l'adhésion d'une majorité de Français. Le rassemblement, regardez cette photo, c'était le 11 septembre dernier à La Rochelle. Vous parlez du rassemblement, regardez-la, elle est au-dessus de vous. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo? Eh bien, c'est le processus naturel des primaires. Nous sommes dans une situation inédite que nous n'avons jamais connue dans l'histoire de la Ve République. Sur une élection présidentielle, les deux principaux camps organisent des primaires en leur sein. C'est normal qu'il y ait des candidatures. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça Comme fait, vous êtes ça deux fait longtemps. présentateurs, par exemple. Ça fait Quel est le problème ? ça fait longtemps que vous auriez dû être leur chef à ceux-là qui sont derrière moi. Ça fait longtemps que vous auriez dû être le chef des frondeurs à Arnaud Montebourg, qu'il n'y aurait pas dû y avoir de candidature de Benoît Hamon, de Marie-Noëlle Lienemann et des autres. Votre candidature aurait dû s'imposer. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'impose pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont quand même candidats? Mais je ne suis pas le chef des frondeurs. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à l'être? Pourquoi vous employez ce mot qui relève de la monarchie? Vous savez que ce qu'étaient les frondeurs, c'était la noblesse qui attaquait le pouvoir royal. Il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de pouvoir royal, nous sommes en démocratie. Sur une réponse sur la sémantique, ma question c'est pourquoi est-ce qu'ils maintiennent leur candidature, pourquoi est-ce qu'ils ne vous soutiennent pas? Mais nous verrons cela le moment venu, nous avons encore 3 mois devant nous. Mais est-ce que c'est pas ça le problème, Montebourg, au fond, c'est l'immense solitude. Ça fait 20 ans que vous faites de la politique, vous n'avez pas réussi à créer un coup de courant. Pas de mouvement derrière vous, pas de troupes avec vous. Est-ce qu'on peut gagner la présidentielle seul, Monsieur Montebourg? Je désapprouve votre appréciation. D'abord, j'ai beaucoup d'amis et je les croise tous les jours dans le métro, mais aussi au Parlement. Il y a ici un certain nombre de parlementaires, une vingtaine qui m'accompagnent et ils sont de plus en plus nombreux. Je ne vois pas de quoi vous parlez. La solitude, d'ailleurs, elle existe dans la condition humaine. Mais s'agissant d'une élection présidentielle, il est naturel de rassembler. Et ceux qui aujourd'hui me rejoignent savent pourquoi ils le font. Pourquoi la présidente de la Commission des affaires sociales, Catherine Le Morton, députée de Toulouse, est venue me rejoindre avec ses amis de Toulouse? Et je suis seul? Pas à Toulouse alors. Manifestement en tout cas. Benoît Hamon, pour l'instant, maintient sa candidature et les autres également. Une toute petite question avant le grain de sel de David Pujadas. Depuis votre déclaration de candidature il y a 3 semaines, il y a un suspense insoutenable. Irez-vous ou non aux primaires, Monsieur Montebourg? Et surtout, pourquoi vous refusez de répondre à cette question-là? Mon inclination naturelle, c'est d'aller aux primaires. Je suis quasiment l'un des inventeurs. En tout cas, j'ai contribué à inventer ce processus. Alors pourquoi vous ne dites pas on y va aux primaires? Il y a des primaires, on y va. Mais pour une raison simple, Madame Salamé, parce qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles celles-ci vont se réaliser. Et c'est une explication simple que je donne. Dès que je connaîtrai les conditions des primaires, je donnerai ma position. D'ailleurs, on ne va pas
attendre très longtemps, parce que j'ai l'impression que le Parti socialiste a l'intention d'avancer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que des conditions loyales et équitables? Nous avons besoin d'un débat ample, pas à la portion congrue. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Vous-même, vous posez des questions. Je pense que les électeurs en auront aussi. Et puis, nous avons besoin aussi de présenter des projets, des propositions. Voilà. C'est ça, une primaire. Et il faut des bureaux de vote. Il faut que les personnes qui veulent voter puissent le faire. Donc, il en faut suffisamment pour qu'il n'y ait pas de difficulté le jour du vote. Moi, c'était juste un mot sur votre parcours. Est-ce qui ressemble un peu, pardonnez-moi du mot, à de la versatilité? En 2007, Arnaud Montebourg, vous soutenez Ségolène Royal. En 2008, congrès du PS, contre Ségolène Royal, vous choisissez Martine Aubry. En 2011, c'est la primaire, deuxième tour, contre Martine Aubry, vous choisissez François Hollande. Puis, en 2014, vous défiez François Hollande et Manuel Valls, ce même Manuel Valls que vous aviez contribué à mettre à Matignon. Est-ce que vous n'êtes pas en plein dans les postures ou les calculs que vous dénoncez si souvent? Sur le plan de mes convictions, mon parcours est rectiligne. Et des fidélités? Des convictions. Mon parcours est rectiligne. Et des fidélités? Sur le plan européen, j'ai voté contre, par exemple, je prends cet exemple. Pourquoi? C'est pour vous montrer la constance. La constance, c'est d'abord la fidélité à des convictions. Plan européen. Sur le plan européen, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes pour le non en 2005? Avant, je n'ai pas voté l'élargissement de l'Union européenne. Ensuite, je suis pour le non. Vous êtes pour le non. Oui. En 2007, à la primaire, il y a un candidat qui représente le non, c'est Laurent Fabius. Mais vous choisissez Ségolène Royal. Oui, pas seulement. J'étais pas le seul. Jean-Pierre Chevènement avait choisi Ségolène Royal parce que c'est un autre débat. En revanche, en 2008, puisque vous me posez ces questions, en 2008, j'ai refusé de transposer le traité de Lisbonne qui, finalement, piétinait le verdict populaire du référendum, etc., etc. Et sur votre fidélité? Mais ma fidélité à mes convictions est totale, que j'ai trouvé des alliés et des points de passage, ça, qui ont beaucoup c'est très changé, difficile. Qui ont beaucoup changé. J'ai envie de dire, qui a changé? Qui était le porteur du message du Bourget, que j'ai approuvé, que j'ai applaudi? Qui a décidé d'abandonner la réforme de l'Union européenne, la renégociation des traités? Qui a abandonné Là, les vous parlez de classes François populaires? Hollande, mais Ségolène Royal, Martine Aubry, ce sont elles qui ont cela, changé le ou sujet c'est dont vous? vous me parlez? Le sujet, c'est de cela dont vous me parlez. Ça date pas de François Hollande, c'était déjà avant vos fidélités successives. Écoutez, je crois que ma fidélité est totale à ce que j'ai toujours défendu. Quand j'ai défendu il y a 15 ans la 6e République, elle est aujourd'hui dans mon programme. Bien. Monsieur Pujadas. C'est l'heure attendue du débat. On le disait, débat avec un élu local. Et l'homme qui va nous rejoindre est le maire d'une ville célèbre, Cannes, 73 000 habitants, mais il ne vient pas parler de cinéma. C'est lui qui a pris le premier arrêté anti-Burkini cet été. Il vient vous parler de ce qu'il nomme le défi communautariste. On accueille David Lisnard. Bonsoir David Lisnard. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Prenez place. Que souhaitez-vous dire ou demander à Arnaud Montebourg qui est en face de vous? Bonsoir. Écoutez, vous parliez de fidélité. Je voudrais parler de fidélité à la République et aux valeurs qui doivent être incarnées dans l'action publique aujourd'hui. Vous avez l'ambition de devenir président de la République, c'est une belle ambition. Et vous aurez, si vous êtes président de la République, beaucoup de défis à relever, beaucoup de travail, vu l'état du pays. Celui de la prospérité, vous l'avez évoqué avec M. Langlais tout à l'heure, avec une approche très interventionniste, très étatiste. Approche avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas l'objet de notre échange. En revanche, sur le respect de la République, sur l'espace public, dans des lieux de détente, à l'hôpital, cette République qui est aujourd'hui confrontée à des forces centrifuges très fortes, communautaristes. Je suis le maire d'une ville connue pour le cinéma, mais c'est surtout une ville magnifique, mais contrastée. J'ai un taux de pauvreté de 18%, supérieur à la moyenne nationale, aussi beaucoup de richesses. Pyramide des âges en sablier. Et on voit ces forces centrifuges qui s'expriment, et derrière des stratégies qui visent à affaiblir la République. La République est testée, en particulier par un communautarisme qui a tendance à être expansionniste, qui est celui, on pourra prendre ce débat si vous le voulez, mais on va éviter tout de suite, on ne fait pas d'amalgame, etc., qui est celui d'une frange sectaire au sein de l'islam, qui est un islam politique, littéraliste, et je crois extrêmement dangereux. Face à cela, vous êtes étrangement discret, étrangement ambigu. Alors,
les maires sont confrontés à ces responsabilités. On essaie de veiller à l'ordre public, de gauche et de droite. On est parfois soumis à la vindicte lorsque on fait l'objet de buzz incontrôlés. Vous, concrètement, président de la République, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté du communautarisme, celui qui correspond à un modèle anglo-saxon, qui n'est pas le mien, ou est-ce que vous êtes celui de la République et d'un Made in France, un Français qui a inventé certaines visions de la laïcité, une espèce de singularité universelle qui rayonne sur le monde, qui a rayonné sur le monde en tout cas? Je crois que les choses sont assez nettes pour moi du côté de la République, puisqu'il faut répondre. Et clairement. 70, 75, 80, 85, je ne sais, l'immense majorité de nos compatriotes français de religion musulmane respectent les lois de la République, s'y conforment et d'ailleurs vivent en harmonie avec elles. Pourquoi ? Parce que l'islam est comme toutes les religions, est compatible avec la République, à condition qu'on en respecte les principes et les lois. C'est ça notre sujet. Alors vous posez la question de savoir si aujourd'hui il faudrait réagir à toutes les provocations ou les stratégies, nous ne sommes pas naïfs, qui conduiraient par l'usage de tel accoutrement à finalement tester la République. Je reprends vos propos. Vous parlez du burkini, puisque vous l'avez, je crois... Je n'ai pas parlé du burkini, mais vous je en pense parlez. que c'est Mais je peux vous parler d'autres tests. Hein. Parlons du burkini déjà. Comme vous le dites, simplement. Parlons du burkini. Je désapprouve le burkini. Mais est-ce que vous pensez... Pourquoi ? Parce qu'il symbolise la soumission de la femme. Ce ne sont pas les principes de la République, ni les règles. Mais est-ce que nous allons interdire tout ce qui nous dérange et tout ce qui nous incommode? Je ne le crois pas. Et je vais vous dire ça parce que quand Nicolas Sarkozy a dit « s'il faut changer la Constitution pour interdire le burkini, nous le ferons ». Donc pour un accoutrement de bain, nous allons changer la Constitution française. Pardonnez-moi. J'ai trouvé ça un peu curieux. Pardonnez-moi. Je vous souhaite de débattre face à Nicolas Sarkozy. Ça voudra dire que vous aurez franchi quelques étapes. Pour l'instant, vous devez vous contenter d'échanger avec moi. Ne vous sous-estimez pas, on a décidé de promouvoir les maires. Mais très simplement, sur le terrain, ce que vous dites pourrait être compatible avec une République qui n'est pas attaquée. Or, il y a des dynamiques. Et aujourd'hui, il y a une dynamique communautariste. C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans un autre contexte, s'il y avait une sécularisation, religion islamique, etc., de ne pas réagir, de ne pas porter des interdits. Et moi-même, ma tendance, elle ne va pas vers l'interdit naturellement. Dans ma commune, j'accorde beaucoup de priorité à la citoyenneté. On est extrêmement novateur en la matière, auprès des jeunes et autres. Il faut reconstruire la citoyenneté française. C'est fondamental. Mais il faut aussi, à un moment donné, la règle permet d'éduquer aussi. Et je suis navré, mais il y a 3-4 ans, il n'y avait pas ce type d'accoutrement. Et vous savez que derrière ce terme d'accoutrement, il y a un message politique. Vous le savez mieux que quiconque, parce que je crois me souvenir que vous-même, en termes d'accoutrement, avez fait de la vareuse un étendard du Made in France. Et vous savez très bien que derrière un costume, il y a une signification. Aujourd'hui, dernier point, je prends un arrêté municipal le 28 juillet, avant toute polémique. J'arrive à régler 2 problématiques d'ordre public. Et on les règle sur nos plages, où il y avait des appropriations de plages, de privatisation de plages inacceptables. Puis 3 semaines après, sous le fait d'une attaque d'associations communautaristes, une polémique hystérique, comme nous en avons le secret en France. Et là, on voit ceux qui sont ambigus, ceux qui ne disent rien, ceux qui ne soutiennent... Alors, le Premier ministre a été extrêmement clair et m'a soutenu. Il a une position extrêmement claire et que je salue. Et puis, il y a cette gauche, donc, dite réaliste du Premier ministre. Et puis, il y a la gauche de Terra Nova. Pourquoi vous ne répondez pas concrètement à ces questions-là? Vous ne voulez pas perdre des voix? C'est de la tactique, c'est du manque de conviction. Pourquoi vous ne répondez pas à ça? Il ne faut pas s'aveugler sur l'existence d'un fondamentalisme religieux dangereux. Il existe puisqu'il est exploité, c'est la confusion d'une religion et de la politique. Dans certains individus, dans leur comportement, comme dans certains États. Cela existe, il est mondial. Donc il est normal que nous soyons nous-mêmes touchés. Alors je vais vous dire, il y a une partie de la jeunesse qui elle-même a fait sécession avec la République. C'est notre défi de les reconquérir. De les reconquérir. Je suis absolument d'accord avec ça. Donc comment allons-nous faire? D'abord, il faut construire un islam français qui soit capable d'être républicain. Il y a des propositions qui ont été faites par M. Hakim El Karoui. Je voudrais en dire un mot parce qu'elles sont intéressantes. Je les connais, monsieur. Il propose premièrement, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il propose premièrement
de faire en sorte que on libère l'islam français de toute forme de tutelle étrangère. Islam français, financement français. Et il propose un certain nombre de solutions concrètes pour le faire. Faire en sorte que les fidèles financent et que les mécanismes de financement soient clarifiés. Premier point, c'est pour éviter les problèmes avec les maires qui ont des difficultés sur le terrain. Donc je réponds à votre préoccupation. Deuxièmement, il propose la création, à l'initiative de la communauté musulmane, d'un grand imam de France qui dirait la théologie, pour le compte d'ailleurs de l'ensemble de ceux qui ont cette confession, de manière à construire un autre islam que l'islam littéraliste, comme vous dites. Littéraliste. Ce sont des propositions... Non, mais simplement, l'organisation du culte, elle doit évoluer. Le communautarisme, d'une part, ne s'exprime pas qu'à travers des formes dévoyées de l'islam. D'autre part, cette organisation du culte ne changera rien au fait que, pour des raisons identitaires, politiques, multiples, les sociologues, les anthropologues l'étudient très bien, il y a, par le wahhabisme, par le salafisme, une approche politique, dynamique, qui veut détruire un certain mode de vie. Et aujourd'hui, je crois très sincèrement que nous sommes face à, et j'ai beaucoup évolué par ma pratique, par ma responsabilité, face à ces phénomènes-là qu'on retrouve dans l'école, que l'on retrouve à l'hôpital, que l'on retrouve sur des espaces de loisirs. Et à chaque fois que j'ai résisté à ces tests, ça a fonctionné. Parce que la question qui peut se poser, c'est est-ce que l'interdit fonctionne ou pas ? Et je crois que parallèlement à un choix sur la culture, le savoir, l'école, qui est au cœur de ces problématiques, l'éducation artistique, c'est fondamental. Mais parallèlement, l'interdit fonctionne. Dans les piscines de ma ville, j'ai eu des tests extrêmement forts. On a ouvert un bassin olympique. Des personnes ont voulu venir en tenue intégrale. Toujours des femmes, hein. Il n'y a pas d'hommes en burkini, ce ne sont pas des tenues plongées, parce qu'on entend dire tout et n'importe quoi pour discréditer les maires qui prennent ce type de position. Il y a de la déconstruction, vous savez, chez vos amis de gauche, beaucoup. Et donc, on a dit non, on a adopté des règlements pour faire respecter la laïcité, etc. On a eu des caillassages de femmes en maillot de bain. Donc, c'est avéré, des rapports de police. Et à chaque fois que j'ai pris des mesures contre ces radicalismes ou ce communautarisme, l'interdit a été tendu au début, mais en tenant bon, en étant constant, ça fonctionne. J'ai eu des demandes d'une école Lubavitch pour séparer les filles et les garçons. J'ai dit non. On n'a pas fait un procès en antisémitisme. Qu'est-ce que vous répondez en à revanche, ça ? quand je dis non de façon circonstanciée, pour l'ordre public, dans un contexte particulier, à un accoutrement qui est le burkini, dont on peut se passer dans le contexte actuel, on est tout de suite insulté, dénigré par une nébuleuse très organisée, dont beaucoup de vos amis politiques, M. Montebourg, se font les relais. Et c'est là qu'il y a danger, Qu'est-ce que vous répondez à je pense, ça pour la République. Qu'est-ce que vous répondez sur ces exemples précis de la piscine, par exemple ? Est-ce que c'est bien ? Je trouve normal que la République se fasse respecter, dès lors qu'on applique la loi. La loi, elle est assez claire. Le désaveu du Conseil d'État sur l'arrêté qui a été pris dans une des communes de la Côte d'Azur montre qu'il y a eu, j'allais dire, des réponses excessives à la provocation. Et je vais vous dire, tout le monde doit faire un effort dans cette affaire. Pour moi, il est normal que ceux qui, aujourd'hui, cherchent à tester la République, comme vous dites, se heurtent à un interdit. Et il est aussi normal que la République cherche à reconquérir ses enfants. Qu'est-ce qu'on fait du plafond de verre ? Des oubliés de l'égalité des chances ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Les services publics qui ont déserté dans les quartiers populaires, les discriminations qui existent. Mais sur nous avons le devoir de faire l'un sur l'initiative de la piscine. Non, vous ne répondez pas sur le communautarisme, la montée du communautarisme. On a l'impression que c'est un sujet où vous n'êtes pas très à l'aise. Vous ne dites pas clairement les choses. Mais je viens de vous dire que j'étais favorable à l'interdit quand il est justifié par la loi. Ça ne me paraît pas... David Lisnard. Il faut retrouver un processus républicain intégratoire. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et on le promeut, et moi je le promeus, et je le pratique. Je peux vous citer une multitude d'exemples très concrets. Ceci étant, beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, sont aussi des oubliés de la République, ou enfin en tout cas ne sont pas dans un processus de réussite, et ne tombent pas dans le communautarisme. Donc il ne faut pas être naïf. Il y a un combat politique à mener. D'une part. D'autre part, sur le Conseil d'État. Le Conseil d'État, on en reparlera lorsque les affaires seront jugées au fond. Il y a une vraie question fondamentale. Un arrêté municipal sur une plage, c'est circonstanciel pour l'ordre public. Pour un arrêté, vous avez été avocat. Je pense que vous avez été surpris par l'arrêt du Conseil d'État, puisqu'on n'attend pas qu'il y ait le trouble à l'ordre public manifeste. Autrement, on ne prendrait jamais d'arrêté. C'est du judiciaire. On a un arrêté anti-jeu de ballon sur 2 mois de l'année parce que ça peut déranger.
j'ai rien contre les footballeurs, on a un arrêté sur la musique excessive. Donc là-dessus, aujourd'hui, nous sommes face à une impasse juridique. Puisque vous êtes contre le burkini, et que le Premier ministre dit que c'est incompatible avec les valeurs de la République, ce sont des mots forts, est-ce que vous pensez qu'il faut juste être spectateur des maires qui essaient de se débattre face à ces phénomènes avec le couperet qui tombe d'un côté ou de l'autre de la justice administrative, ou est-ce que vous pensez qu'il faut donner les pouvoirs aux maires et soutenir les maires qui font régner l'ordre public et qui construisent du vivre ensemble républicain français? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répondre à toutes les provocations, donc je ne suis pas favorable à l'interdiction généralisée de ce type d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de mais non, donner mais la capacité vous aux l'avez maires... le pouvoir de régler l'ordre public. Non. L'ordre public, quand il y a des troubles à l'ordre public, vous pouvez prendre non. tous les arrêtés. Non. Bon. En tout cas, le Conseil d'État, ce n'est pas ce qu'il a constaté, je crois, à Villeneuve-Loubet. À Villeneuve-Loubet. En tout cas, je crois que l'objectif de la laïcité, ce n'est pas de la tourner contre telle catégorie ou contre l'autre, c'est d'être inclusif. Ne m'amalgamez pas. C'est ce que je suis en train je ne vous dis pas de vous dire, monsieur le maire. Peut-être contre une religion. Aujourd'hui, la dynamique du communautarisme, elle s'exprime essentiellement à travers le fondamentalisme islamiste. Il ne faut pas surévaluer le problème, il ne faut pas le sous-évaluer. Les forces centrifuges sont très fortes. La prévention, l'intégration ne suffisent pas. L'interdit fait partie de l'intégration. Et Arnaud Montebourg, l'interdit ne peut pas s'exprimer. Votre ami Jean-Pierre Chevènement recommandait récemment aux musulmans la discrétion dans leur tenue vestimentaire. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus ? Je crois qu'il avait c'est un homme d'État, Jean-Pierre Chevènement, et un ami personnel. Il avait l'inspiration de Jacques Berck, qui avait traduit le Coran et qui disait « Il est nécessaire que chacun fasse un effort pour aller vers la norme d'un pays dans lequel on vit. Et que, finalement, les atteintes ne peuvent pas porter sur la structure même de la société. Je ne pense pas que le burkini porte atteinte à la structure même de la société. En revanche, la burqa, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le combat pour reconquérir finalement toute cette jeunesse qui a fait sécession. Mais je donne. Oui, mais ce n'est pas la même chose puisque le visage est. C'est quand même la séparation du corps de la femme. C'est une vision du corps de la femme qui est impure dans l'espace public. Le modèle républicain français, sans être dictatorial, mais revenons à Rousseau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une société avec des forces centrifuges, on doit créer du vivre ensemble en République française sur des espaces de loisirs. Comment accepter ou comment dénier le pouvoir aux maires de veiller à l'ordre public et de faire en sorte que des espaces de loisirs... Il vous a répondu là-dessus, Arnaud Montebourg. Non, bien sûr que non. Lorsque vous avez, monsieur le maire... Jean-Pierre Chevènement dit qu'il ne faut plus accepter les logiques séparatistes. Et il a tout à fait raison. Mais il a parfaitement raison de le dire. Mais il faut passer à l'acte. Vous voyez que la question de la sensibilité des outils et des instruments est importante. Vous allez donc autoriser le voile, parce que c'est un voile, le burkini, dans la rue, mais dès qu'on passe la plage, c'est interdit. C'est incompréhensible. Donc, vous allez avoir finalement une sorte de laïcité qui montre du doigt, alors que nous pourrions l'avoir inclusive, au lieu d'être exclusive. Donc, cherchons à construire les voies et les moyens d'une république forte, solide, qui ne répond pas à toutes les provocations dès qu'elles se présentent. Est-ce que vous concédez le fait que la gauche, pendant longtemps, a peut-être mis sous le tapis ces questions du communautarisme, a peut-être accepté des renoncements, des reculs, peut-être pour des questions électoralistes? Est-ce que la gauche n'est pas aussi responsable de cette montée du communautarisme? Je dirais que ce n'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question finalement posée à tous les maires qui essaient de construire finalement sous le toit de la même République des différences qui cohabitent. Et ils le font avec les moyens du bord. Et là où j'approuverais le maire de Cannes, c'est que... Ne vous en privez pas. Peut-être, je peux l'approuver, c'est qu'il n'y a pas forcément de grande clarté sur l'état du droit. Merci de l'admettre. Ça, c'est le point où nous pourrions faire un effort, par exemple. Et la responsabilité de la République, c'est de dire le droit. Comme la responsabilité de la communauté musulmane, c'est de dire la théologie de l'islam compatible avec la République. Il n'y a qu'une communauté en République. C'est le dernier mot, David Lisnard. Et le problème aujourd'hui, c'est que toutes ces ambiguïtés, vous dites qu'il faut que la République soit forte. Très concrètement, à l'hôpital, on doit soutenir nos personnels hospitaliers lorsqu'il y a des tensions communautaristes. Il faut créer un délit d'entrave à la laïcité à l'hôpital. Vous dites que vous dénigrez l'importance du phénomène d'un maillot de bain. Mais ça veut dire que vous ne rendez pas un service aux femmes musulmanes et aux musulmans, parce que vous êtes en train de faire d'une exception une norme
pour ce que vous appelez la communauté musulmane. Et c'est là où je pense que vous avez un discours assez involontairement pervers. On ne vous mettra pas d'accord. Merci David Lisnard d'avoir participé à ce débat face à Arnaud Montebourg sur ces questions hautement importantes de la laïcité. Il y a un domaine où on souhaite vous entendre également, Arnaud Montebourg, c'est la place de la France dans le concert des nations. Ce sont vos options internationales. Si vous êtes président, ça s'appelle Le Monde en face et c'est le moment de David Pujadas. Alors, pour l'instant, votre programme de politique étrangère, Arnaud Montebourg, il est un peu embryonnaire, disons, mais il y a une phrase que vous avez prononcée lors de votre grand discours de candidature à Frangy il y a quelques semaines, qui a retenu mon attention. Vous dites « Il faut arrêter les guerres ». On vous écoute. Depuis 10 ans, notre pays s'est aligné sur les vues des néoconservateurs américains qui voudraient civiliser le monde avec des avions de chasse et des bombes. La France s'est laissée entraîner dans les guerres de la famille occidentale alors que ce n'est nullement son intérêt national. Alors là, on a envie de vous entendre. Quelles sont ces guerres que la France devrait arrêter? Est-ce que c'est la guerre en Syrie et en Irak contre le groupe État islamique? Est-ce que c'est la guerre au Mali contre les djihadistes? La France s'est laissée entraîner, oui. C'était le cas en Libye, par exemple, où finalement nous avons la responsabilité, la France, d'avoir laissé se disséminer le terrorisme djihadiste dans toute la bande sahélienne. Et aujourd'hui? La France ne s'est pas laissée entraîner. Dans le Mali, c'était une opération menée par la communauté internationale. Nous n'étions pas à la remorque d'une puissance qui ne représente pas forcément nos intérêts. L'opération Serval était une bonne opération et il faut rendre hommage de ce point de vue-là à l'exécutif français et au président de la République. Elle s'est laissée entraîner par l'idéologie des néoconservateurs. Par exemple, aller en Irak. L'Irak, c'était les choix des Américains et aujourd'hui, nous pouvons avoir une pensée double et un hommage à Jacques Chirac, qui est hospitalisé. Et là, vous disiez depuis en 2003, M. Pujadas, en 2003, la France avait dit non lorsqu'il s'était agi d'aller en Irak et a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était finalement cette France que moi j'appelle une puissance d'équilibre et de dialogue. C'est-à-dire qu'entre les États-Unis et la Russie, elle assure le dialogue. Entre l'Iran et l'Arabie saoudite, elle organise le dialogue. Nous en aurions bien besoin dans le Moyen-Orient. S'agissant d'Israël et la Palestine, la France a toujours défendu la sécurité de l'État d'Israël. Mais elle doit aussi se battre pour l'avènement d'un État viable pour les Palestiniens. Arnaud Montebourg, quand vous dites depuis 10 ans, on se laisse entraîner dans des guerres qui ne ressortent pas de notre intérêt, à quelle guerre quelle guerre parlez-vous aujourd'hui? L'Irak, c'était il y a plus de 10 ans. L'Irak, nous sommes allés en Irak aujourd'hui, en août 2014, lorsque, en septembre 2014, nous avons rejoint la coalition internationale. Donc, on devrait se retirer de la coalition internationale qui fait la guerre en Irak et en Syrie. Ce n'est pas parce que nous sommes laissés entraîner qu'aujourd'hui, nous devrions, à la faveur des événements, changer de stratégie. En Irak. Mais il est une chose importante, c'est que la France doit être alliée, mais non alignée. Non, mais je veux sortir des principes, pardonnez-moi, pour parler vraiment de l'action d'aujourd'hui. Est-ce que ça signifie que la guerre que nous menons contre le groupe État islamique en Irak est une mauvaise guerre? C'est une guerre qui nous a conduit à devenir belligérants bien avant les attentats. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant engagés. Nous n'allons pas nous en retirer. D'ailleurs, j'approuve. Et pourquoi pas? Pour une raison simple, c'est que nous devons maintenant éradiquer Daesh et le groupe État islamique qui nous a attaqués. Mais pourquoi est-ce une mauvaise guerre, donc, si Monsieur finalement Pujadas, son but de guerre, vous le considérez comme... c'était peut-être une mauvaise initiative, mais maintenant, nous devons aller jusqu'au bout. Mais je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que nous avons eu les mêmes problèmes en Libye. Les néoconservateurs américains... La Libye, c'est une chose. Mais c'est la même chose. Parlons des guerres d'aujourd'hui. C'est la même chose. Et la guerre en Syrie, pour vous, c'est la même chose? On n'aurait pas dû y aller? Nous sommes allés en Irak en septembre 2014. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui nous a amenés à rejoindre la coalition internationale qui était dirigée par les Américains? La lutte contre le groupe État islamique. Même s'il n'avait pas encore frappé en France. À l'époque... Même s'il n'avait pas encore frappé en France. Nous aurions pu, par exemple, prendre des initiatives diplomatiques en essayant d'amener nos alliés iraniens, puisque nous étions en discussion sur la question de la place de l'Iran dans la région et dans le monde, notamment sur le nucléaire, et trouver une solution entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Pourquoi? Parce que l'affaire
du groupe État islamique et l'affaire de Daesh doit être traitée d'abord par les Arabes eux-mêmes. Les chiites et les sunnites doivent trouver une solution au désordre qu'eux-mêmes, d'ailleurs, dans lesquels ils ont une responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle la France a ce devoir. Mais la France, aujourd'hui, parle à l'Iran comme elle parle à l'Arabie Saoudite. C'était le cas de François Hollande en marge du sommet de l'ONU il y a quelques jours. Bien sûr, heureusement que nous parlons à tout le monde. La question n'est pas celle-là. Vous me demandez, est-ce que nous devons nous retirer de l'Irak, de la Syrie? Je vous dis non, nous devons aller jusqu'au bout. Et maintenant, éradiquer Daesh, mais nous devrions associer davantage les pays arabes qui sont concernés. Une question sur la Russie, puisqu'on parle de la guerre en Syrie également. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait tendre davantage la main aux Russes pour les associer et arriver à faire pression sur eux pour qu'ils maîtrisent, entre guillemets, le régime de Bachar el-Assad? Nous avons besoin d'établir un dialogue soutenu avec les Russes. D'abord, il n'a pas été rompu avec la France. J'ai moi-même été au Kremlin, accompagnant le président de la République en face de Vladimir Poutine. Donc le dialogue, il existe. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de nous associer pour avoir un plan de paix et un plan de sortie de la question irakienne et syrienne? Je crois que nous pouvons le faire avec les Russes. Est-ce qu'il faut lever les sanctions? Des sanctions, est-ce qu'il faut... En effet, elles doivent être levées. Elles doivent être levées. La question des sanctions me paraît être un objectif, j'allais dire, secondaire par rapport à la priorité qu'il y a maintenant de traiter le problème Daesh. Ça, c'est une réponse claire. La question suivante, c'est vous qui la choisissez. 3 images, vous en choisissez une. Regardez, le Gabon, la Turquie, le Dalai Lama. Le Gabon. Le Gabon. Nous avons des observateurs de l'Union européenne qui sont allés au Gabon et qui ont conclu au fait que le résultat de ces élections ne correspondait pas à la réalité, qu'il y avait eu des irrégularités majeures. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a une répression des opposants féroce. Il y a des morts, il y a une situation de chaos. La France, comme l'Europe, doivent-elles intervenir, sachant que nous avons constaté que le scrutin n'était pas juste? La France a toujours eu, en Afrique, une politique qui a été contestée, d'ingérence excessive. Elle n'intervient d'ailleurs aujourd'hui qu'à la demande des pays concernés. Là, il y a un conflit qui prend une ampleur importante dans un pays d'Afrique francophone. La France pourrait trouver les moyens de faire en sorte que le chaos, les affrontements n'amplifient pas. C'est-à-dire? Trouver, par exemple, d'envoyer des observateurs, chercher la médiation entre l'opposition et M. Bongo, et faire en sorte que, finalement, on trouve une solution au conflit interne au Gabon. Mais il est extrêmement délicat pour la France de s'ingérer dans l'ensemble des affaires de ces pays. C'est pour ça que je vous pose la question. Et est-ce qu'on laisse faire l'Union africaine ou est-ce que nous y allons et, comme vous dites, on fait une tentative de médiation? L'Union africaine a toujours cherché à intervenir dans ces situations, mais la France peut parfaitement prêter son appui. Comment? Comme je viens de vous l'indiquer, c'est-à-dire avec le soutien politique affirmé d'une recherche de médiation. Toute petite question. Est-ce que je pourrais peut-être dire un mot sur la question africaine? Parce que c'est un continent que nous avons délaissé d'une certaine manière, avec une histoire coloniale. Et aujourd'hui, quand on regarde la planète, on voit qu'il n'y a pas de lumière en Afrique quand finalement on la regarde de nuit. C'est le combat de Jean-Louis Borloo. Oui, vous allez parler de Jean-Louis Borloo. Et je voudrais dire que la question prioritaire sur l'Afrique, ce n'est pas forcément ce type d'intervention politique, c'est d'abord la question économique. M. Borloo, qui est un homme retiré de la vie politique, mais qui a quand même réuni autour de lui 54 chefs d'État africains, y compris M. Bongo, est en train de lever 250 milliards avec toutes les institutions internationales pour organiser la lumière, donc la santé, l'électricité, l'énergie, l'éducation. Là-dessus, l'Union européenne et la France a beaucoup à apporter, et y compris sa contribution financière et aussi militante. Donc je veux ici rendre hommage à Jean-Louis Borloo et dire que les situations difficiles sur le plan social, économique et politique doivent se résoudre de cette manière. Donc j'aurai dans cette candidature à cœur de présenter un plan Afrique. Toute petite question, on aura noté
Les téléspectateurs avertis auront noté vos appels de pied à Jean-Louis Borloo et à Nicolas Hulot à 2 reprises. Mais une petite question qui n'a rien à voir avec ça. Au tout début de l'émission, vous avez dit « ça dépend à qui on vend nos armes ». Vous répondiez à la question de David Pujadas sur « est-ce qu'on peut fanfaronner sur l'idée de vendre des armes ?» Vous avez dit « ça dépend à qui on vend nos armes ». Question très claire, vous êtes président de la République, est-ce qu'on réexamine nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar et est-ce qu'on arrête de leur vendre des armes ? Je n'irai pas jusque-là, Madame Salamé. Je crois que la question de l'alliance avec l'Arabie Saoudite est importante pour la France, parce que la France doit jouer un rôle. Elle est une des grandes puissances mondiales, elle a un siège au Conseil de sécurité dans la région et doivent trouver l'équilibre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc il s'agit de se rapprocher plus de l'Iran que de quitter l'Arabie Saoudite et de trouver les moyens d'un plan de paix dans la région avec eux. En général, c'est une bascule qui va ensemble. Pas forcément. Vu la mésentente entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, si vous vous rapprochez de l'Iran, les Saoudiens ne vont pas être très contents. C'est ça l'art de la diplomatie, c'est de vouloir rapprocher des points de vue qui sont aujourd'hui en confrontation, une sorte de confrontation politico-religieuse au sein de l'islam et dans cette région. Et je crois que si nous avions à réviser, ce serait de sortir de l'exclusivité de la relation avec ces pays du Golfe. On enchaîne, Léa. Oui. On enchaîne. On se dirige maintenant vers la conclusion de cette émission. On va voir à Arnaud Montebourg si vous avez été jugé convaincant par les Français qui vous ont regardé. C'est Karim Rissouli qui nous rejoint. Ça s'appelle le baromètre. Karim, vous avez une feuille en main qui contient ces indications. C'est effectivement maintenant le moment de savoir, Arnaud Montebourg, comment les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ont perçu votre intervention ce soir. Sondage, un point de méthodologie réalisé par notre partenaire Harris Interactive, qui a posé la question à un panel de 1013 Français, Arnaud Montebourg. À chaque fois, on aura 2 résultats, l'ensemble des Français d'un côté et le détail des sympathisants de gauche de l'autre, ceux qui vous intéressent peut-être plus particulièrement, si finalement vous décidez de participer à la primaire. Je note qu'on ne sait toujours pas ce soir si vous y participerez ou pas. Voici les résultats. Première question, Arnaud Montebourg. Avez-vous été convaincu ou pas convaincu par Arnaud Montebourg ce soir ? Ensemble des Français, vous voyez le résultat, 33% ont été convaincus par votre prestation. Sympathisants de gauche, on passe la barre des 50%, on est à 51% de oui. Deuxième question. Arnaud Montebourg est-il capable de réformer le pays ? 37% des Français disent oui, répondent oui à cette question. À gauche, c'est mieux une nouvelle fois. 55% des sympathisants de gauche vous pensent capable de réformer la France. Enfin, troisième question, peut-être la plus importante pour vous qui briguez l'Élysée. Arnaud Montebourg ferait-il un bon président de la République ? 33% des Français, là encore, pensent que vous ferez un bon président. Et chez les sympathisants de gauche, c'est un peu mieux. 53% répondent oui à cette question. La surprise, elle ne vient pas de l'ensemble des Français. C'est un score insuffisant pour être élu, mais qui reste honorable. À titre de comparaison, c'est comparable à ce qu'a obtenu Nicolas Sarkozy la semaine dernière dans cette même émission. En revanche, votre score est assez faible dans votre propre famille politique. En gros, seulement un sympathisant de gauche sur 2 vous fait confiance selon ce sondage Harris. Et à titre de comparaison, une nouvelle fois, la semaine dernière, Nicolas Sarkozy récoltait plus de 80% dans son propre camp, sa propre famille, à droite. Vous, c'est 50% à gauche. Il y a encore un peu de boulot. Est-ce que vous êtes déçu par ce sondage ? Il faut convaincre. Et il faudra convaincre. Mon travail, mon projet, c'est de rassembler les Français et de les amener sur des idées nouvelles, des projets nouveaux, des conceptions nouvelles. Et donc, il y a du travail et je vais maintenant prendre le chemin de la France, les chemins de France dans les régions, pour aller à la rencontre des Français et les convaincre. Peut-être que vous payez aussi l'absence de propositions très concrètes ce soir. On en retient assez peu. Il y avait le service national en début d'émission. On retient assez peu de propositions très concrètes. Est-ce que vous allez affirmer des propositions dans les semaines qui viennent ? Je vais faire des propositions maintenant sur le logement, sur la question fondamentale de l'éducation. Ces sujets doivent être aussi complétés par un programme sur la santé. Ce sont les 3 grands sujets qui intéressent les Français. Mais ils doivent être en cohérence avec une vision globale, le programme de redécollage économique que j'ai défendu, la naissance d'une République nouvelle avec des réformes importantes que nous n'avons pas évoquées ce soir, et une vision aussi de ce qu'est la France dans l'Europe. Ces 3 points sont fondamentaux aujourd'hui dans la période actuelle, et donc ils chapeautent l'ensemble. Donc ça, c'est mon travail
pour continuer à convaincre. Question un peu personnelle, Arnaud Montebourg, mais les gens se posent peut-être la question. Vous n'êtes pas un homme politique professionnel, on l'a dit en début d'émission. D'ailleurs, vous n'avez plus, à ce stade d'ancrage local, vous n'avez plus de mandat, vous avez fait des choix. Vous avez été avocat, aujourd'hui vous êtes entrepreneur, sans mandat. Et puis vous revenez au moment de la présidentielle. Est-ce que vous vous sentez, comme François Bayrou pourrait le dire, comme d'autres pourraient le dire, un destin présidentiel qui vous habite depuis des années? Depuis des années, peut-être, certainement, pas depuis toujours. J'ai envie de dire que dans mon parcours, il y a eu des moments difficiles, des ruptures, des renaissances, des moments de solitude très importants. Et j'ai vécu ces 2 années, après le départ du gouvernement, comme un bain de jouvence. J'ai retrouvé ma jeunesse parce que, finalement, avant d'être parlementaire et d'entrer dans la politique, j'ai été pendant 8 à 9 ans avocat. La politique, c'est un carcan aussi. Nous avons besoin d'aller aux côtés des Français et de revenir du côté des Français toujours. Le problème du système politique, c'est qu'il fonctionne en vase clos. Il est un peu sclérosé et il va falloir, c'est vrai, mettre un petit peu d'air frais dans ce système. C'est l'esprit dans lequel je fais des propositions sur la démocratie nouvelle, la République nouvelle. Est-ce que l'air frais, c'est pas aussi Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pas plus encore aujourd'hui que vous, quelqu'un qui apporte l'air frais? Certainement. On ne peut pas reprocher à quiconque d'apporter de la fraîcheur, mais... Que lui, pour le coup, il n'a jamais été élu. C'est vrai. Il est vraiment nouveau. Mais il faudrait savoir qui il est. J'ai entendu qu'il disait qu'il était ni de droite ni de gauche. Soit, donc j'attends son programme. Je suis curieux de le découvrir. Merci Karim. Merci. Et je rappelle que vous aussi, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, partie du panel de l'émission politique en vous inscrivant sur le site 2017id.fr. Eh bien, voici le moment de l'épilogue. Arnaud Montebourg, le mot de la fin, espérer ou redouter, c'est la carte blanche de Charline Vanhoenacker. Bonjour Monsieur Montebourg. Bonjour Madame. Charline, c'est à vous. Merci, je pose ça là. Excusez-moi, c'est pareil que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il est tard, j'avais faim, on est venu me chercher, voilà. Il est petit, mais il passe les portes du studio. Donc, un melon. Alors, allons-y. Au début, j'ai eu peur de ne pas pouvoir vous suivre, Monsieur Montebourg, parce que le petit magnéto pour démarrer l'émission vous présentait comme un électron libre, et puis j'apprends que vous êtes pro-nucléaire. Puis on vous présente comme frondeur et on apprend que vous êtes pour le service militaire. Heureusement, arrive l'échange avec Jean-Pierre Mercier, qui est derrière vous, sur l'usine Peugeot d'Aulnay. Et là, vous êtes très cohérent, au point que vous me faites penser à Sartre. Oui, Jean-Paul Sartre qui disait « ne pas désespérer Billancourt », c'est-à-dire ne pas tout dire aux ouvriers pour ne pas les décourager. Vous êtes le Sartre 2.0, parce que Léa nous a rappelé Florange, et maintenant on sait que quand vous arrivez avec des croissants à la main, ça veut dire qu'on est viré. Et comme me le disait François Langlais en coulisses, ça demande un talent d'acteur. On voit qu'il a suivi les cours Florange. François, vous êtes impayable. Ah, mais alors D'ailleurs, devant les c'est une révélation. Devant les chiffres que vous avancez, François dit dans sa chronique que vous êtes un magicien, mais vous êtes beaucoup mieux que ça. Vous êtes un politique. Mais un politique avec un grand-père boucher, vous avez tenu à le rappeler, idéal pour saigner les entreprises. Alors, venons-en maintenant au reportage en immersion parmi les pêcheurs où vous étiez très à l'aise. J'ai noté que vous étiez resté à quai. On en connaît d'autres qui auraient pris le bateau pour moins que ça pour se barrer et démissionner. Le reportage montre qu'en toutes circonstances, vous faites preuve de panache. J'ai remarqué que le panache, c'était votre marque. Vous dites, et tant pis s'il faut casser de la vaisselle à Bruxelles. Vous emballez, comme ça, j'adore. Alors moi, ça m'ennuie parce que ma mère habite Bruxelles et je viens de lui offrir un service en porcelaine. Vous n'avez pas brisé du Limoges, quand même. Bon. En tout cas, c'était chouette, hein, ce petit reportage au grand air. Moi, je pense que vous avez bien fait de venir chez nous. J'ai lu que vous aviez annulé une participation sur une chaîne concurrente. Avouez que par rapport à Laurence Ferrari, Léa Salamé est quand même plus virevoltante et sexy. Oui, c'est la direction de l'info. C'est Michel Fil que j'ai dans l'oreillette. Oui, c'est ça. Et attendez, il me demande aussi ce que vous pensez du mobilier. Moi, je voulais changer de table, mais il y avait un mois d'attente chez Habitat. Alors, face à Léa, qui vous a trouvé relativement isolée, vous répondez « J'ai beaucoup d'amis. J'ai vérifié, votre page Facebook compte 64 000 amis.
Bob l'éponge, 1 500 000. Alors, moi, je regrette juste une chose. David, prenez note, s'il vous plaît. On n'a pas eu le temps de rappeler qu'après que vous ayez été ministre, vous avez suivi un master en management. Du coup, je me demande maintenant, est-ce que vous n'êtes pas devenu trop compétent ? Pour terminer, je vous propose de faire quelque chose qui ne s'est jamais vu dans une émission politique. Attention, attention, ça demande la participation du public. Vous avez accepté notre invitation il y a environ 3 semaines. Vous avez donc rédigé un programme présidentiel en seulement 3 semaines. Et ça, mesdames et messieurs, ça mérite, je pense, des applaudissements. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Merci Charline. On va donner le melon. Qu'est-ce que vous voyez comme signification dans ce petit cadeau de Charline Vanhoenacker Un tableau de Magritte, qui était belge. Il est fort. Il est fort. Plus sérieusement, quand on vous dit que votre personnalité, parfois, votre verbe un peu emporté peut donner l'impression que vous vous sentez légèrement supérieur ? C'est une distorsion avec la réalité. La conclusion, un mot de conclusion ? Oui. Plus généralement et au-delà du... Vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir quelle était ma raison profonde. J'ai envie de dire, j'ai le désir d'être le président d'une république en difficulté, partant de crise, d'une génération nouvelle, apportant des idées nouvelles, un projet nouveau, et au milieu des Français qui aujourd'hui sont en difficulté et s'interrogent. Je crois que je peux réussir ce défi. Et je crois qu'en plus, il y a des ressources pour le faire dans la société française, qui est prête, je crois, à entendre autre chose que ce qu'on a entendu pendant 20 ans ou 30 ans même. Attention, vous parlez comme Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il écrit. La société française est prête à entendre autre chose. Ce sera vraiment autre chose. Merci Arnaud Montebourg. Merci Arnaud Montebourg, c'est terminé pour ce soir. Merci à Alix Bouillaguet, Véronique Saint-Olive et Michel Dumoré qui ont préparé cette émission avec nous. Merci à Didier Froelich qui l'a réalisé. Merci à Anne-Laure Caillet pour l'édition, à Patrick Ponce pour la production. Merci surtout à vous de nous avoir suivis et écrits. L'émission politique revient dans 15 jours avec comme invité Alain Juppé. Alain Juppé, ce sera le 6 octobre. Restez sur France 2, tout de suite c'est complément d'enquête. Attentat, manif, la police en première ligne avec Nicolas Poincaré. Vive la politique et vive le débat d'idées. Merci, bonsoir. Merci.